Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier podcast du mois et comme d'habitude, en cette occasion, on fait un petit one-shot. Et aujourd'hui, on a quand même la chance, l'honneur, que ce soit Pika lui-même qui vienne nous présenter son jeu Milvaux. Donc on va jouer avec Pika. Pika, ça va, la pêche, la patate? Ouais, c'est bon, la banane, c'est parti. Bon, la banane. Avec Pika autour de cette table, Flavie. Bonjour. Pierre est avec nous. Bonjour. Cédric. Salut. Et Thomas. Bonjour. Ouais, d'accord, on l'entend pas, il n'a pas de micro. Alors, donc, Pika, est-ce que tu peux nous... Bonjour. Voilà, merci Thomas. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidos ce que c'est que ton jeu? Qui tu es déjà et puis ce que c'est que ton jeu? Alors ouais, d'abord je me représente un petit peu. Donc moi c'est Thomas Munier, alias Pika Toulouse sur les divers forums que je fréquente, notamment Antonio Bay, bien sûr Terres Étranges. Ouais. C'est quoi Terres Étranges comme forum? Alors Terres Étranges, c'est le forum consacré à l'association Terres Étranges, association un peu gérée par Johan Scipion. Complètement. Et qui s'occupe principalement de la promotion du jeu de rôle sombre et des univers de jeux qui se jouent avec, tels que Milvaux, mais aussi Cthulhu DDR. D'accord. Non, je croyais que Cédric voulait poser une question, excuse-moi. Ok. Et bien d'autres, Dark World en préparation, comme okay. Extinction, qui se passe avec l'avènement de Cthulhu. Le grand Cthulhu. Alors c'est quoi Sombre? C'est un jeu, tu nous disais en préparation, c'est... Alors Sombre, c'est un jeu de rôle à vocation d'édition professionnelle, actuellement en auto-édition, d'accord, ouais. qui a été créé par Johan Scipion. Donc voilà, moi j'ai participé en tant que relecteur principalement. D'accord. Donc Sombre, c'est avant tout un système générique pour faire du jeu de rôle d'horreur comme au cinéma. Voilà, la tagline de Sombre, c'est la peur comme au cinéma. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que on va jouer du jeu de rôle d'horreur comme si on était les personnages d'un film d'horreur. Enfin, plus exactement, comme si on était les victimes d'un film d'horreur. Merci pour la précision. Voilà. Et en fait, à ce système de sombre viennent se greffer en fait ce qu'on appelle des dark world, c'est-à-dire des univers qui utilisent ce système de jeu, qui permettent de jouer des victimes, mais dans des horizons, dans des univers un petit peu différents. Et donc notamment, il y a Milvaux, dont je suis le modeste auteur. D'accord, ouais. Donc voilà, Milvaux, c'est un jeu de rôle toujours d'horreur. C'est un jeu de rôle post-apocalyptique, forestier et sludgecore. Merci. Je voulais que tu le dises. Voilà. D'où du coup la question qui tue, qu'est-ce que le sludgecore? Parce que le forestier, on voit bien, mais... Alors, je vais prendre dans l'ordre. D'abord post-apocalyptique, parce que ça se passe en fait c'est vrai. Dans un futur assez lointain. En fait, ça se passe 400 ans après notre ère. D'accord. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'ai un peu feuilleté, la chronologie est assez bien faite et donne assez rapidement un maître de jeu ce qu'il faut savoir pour pouvoir mettre en place un premier scénario. Première partie. Ok, merci. Ouais. Donc, on a le livre sous les yeux. Voilà. Faut préciser. Milvaux, ça se passe 400 ans après notre ère. La civilisation telle qu'on la connaît n'existe plus. Ouais. Le jeu se centre sur l'Europe qui est entièrement recouvert d'une forêt primale. Donc voilà, du coup, c'est un jeu forestier. C'est-à-dire t'as quasiment plus de villes, plus de villages, plus d'infrastructures, c'est que la forêt à perte de vue. Et bien sûr, une forêt en fait mutante, une forêt hostile, remplie de créatures maléfiques qu'on appelle les Orla. Alors on sait pas très bien ce que c'est. C'est un amalgame de superstitions en fait. Les Orla, quelle classe. Je trouve très intéressant le nom de Orla. Ah ouais, très bien. En référence à Maupassant. Ouais, tout à fait. C'est complètement une référence à Maupassant. C'est pour désigner en fait un monstre dont on sait pas trop bien à quoi il ressemble et du coup ça peut englober plein de choses. Et du coup, moi, j'avais une autre question. C'était. Attention à ton micro. Oui, pardon. J'avais une autre question. C'était sur l'univers donc de Milvaux, à savoir le post-apocalyptique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'on le sait nous quand on arrive? Alors, je vais y venir. Donc, c'est aussi un jeu sludgecore. Alors, je sais que c'est un peu énigmatique comme terme, mais c'est fait exprès. D'accord. Alors, le sludgecore, en fait, à la base, c'est un genre musical qui est une sorte d'hybride entre le doom metal et le punk hardcore. Oh là là. De la part de nombre des gens qui nous écoutent. Hein? Le punk metal. Alors le punk hardcore en fait c'est une extrémisation du punk. C'est comme du punk mais en plus extrême avec du chant hurlé.
C'est très revendicatif. Et en fait, l'idée du sludgecore, c'est de jouer ça moins vite et avec des riffs de guitare inspirés de Black Sabbath. Donc c'est très lourd. Ok. Donc le forestier, ça n'a rien à voir Voilà, avec Maxime en le fait, forestier. Avec Maxime. C'est très lourd, c'est très pesant. C'est avec des vocaux hurlés. Généralement, on recrute les chanteurs en fonction de... Enfin, on recrute que des chanteurs qui savent pas chanter, en fait, généralement. Et grosso modo, c'est un genre musical qui sent la sueur, qui sent la bière, qui sent le vomi, qui sent la haine. C'est l'expression musicale de l'immondice. Et donc, en fait, je trouvais que ça caractérisait bien le jeu. Ouais, c'est vraiment bien. Enfin, ça intrigue en tout cas ce nom. Pour avoir un peu feuilleté, ça correspond pas mal à l'univers que j'ai pu lire, et notamment le fait que l'argent soit des capsules de bière. Donc quand tu dis que ça sent la bière, Inspiration Très Fallout, amusant, ouais. ouais, pour le coup. Ouais, tout à fait. Donc là, les plus malins auront reconnu une référence pas du tout déguisée à Fallout. Excellent. Excellent. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu quand même rapidement du système de son, si t'en as fini avec l'univers? Ouais. Le système... Juste rapidement, moi j'avais une question sur l'univers. Pourquoi le choix d'univers aussi sombre? Parce qu'en fait, tu nous parles de Dark World, tu nous parles de l'appel de Cthulhu, tu nous parles de sombre et de Milvaux. Pourquoi? En fait, à la base, ça vient d'un cauchemar. C'est assez marrant. Donc, je saurais pas dire ce qui s'est passé exactement dans les méandres de mon psychisme. Mais je pense que ça reflète surtout une inquiétude personnelle par rapport à l'avenir du monde. Et donc, c'est une façon de se projeter. C'est une projection pessimiste qui permet de s'interroger sur l'avenir de notre monde. Puisque, en fait, l'univers de Milvaux est surtout la conséquence de ce que les gens d'aujourd'hui en ont fait, quoi. D'accord. Et d'après ce que t'en dis, donc tu utilises de la musique donc revendicative. Je parle dans la mousse au maximum. Ouais, mais c'est juste que comme ton micro est de travers, en fait, on t'entend pas. D'accord. Voilà. Ouais. D'accord. Donc comme tu disais, ouais, tu utilises de la musique revendicative. On a un univers très sombre qui sont fondés justement sur un cauchemar, sur un pessimisme assez profond. Finalement, ça va être un jeu qui va nous faire réfléchir aussi, non? Ouais. Honnêtement, le but, c'est effectivement un peu de réfléchir. Vous allez voir, d'ailleurs, ce soir, j'ai choisi de vous faire jouer un scénario qui s'appelle Mildew et qui a une thématique, on va le voir ensemble, qui est le sens du devoir. Excellent. Donc, généralement, effectivement, un scénario de Milvaux, c'est pas uniquement une course, c'est pas uniquement se faire courser par des loups-garous dans la forêt. À chaque fois, j'essaye de mener une petite réflexion, tout en restant ludique, hein, bien sûr. D'accord. Et le terme de mildiou, c'est en rapport avec la maladie Tout à fait. Flavie, D'accord. tu voulais intervenir? Oui, en fait, tu disais que Sombre, c'était un jeu qui essayait de créer de l'horreur, etc. Milvaux, pareil. Hein. Moi, je m'interroge sur le système de jeu. En quoi le système de jeu peut nous amener à vraiment avoir peur? En quoi faut s'attendre, en fait, vu qu'on n'a pas encore joué? Alors, ce que vous allez voir, en fait, le système de Sombre, hein, donc conçu par Johan Scipion, c'est un système, ton personnage, il va principalement se résumer à deux jauges. Ta jauge de corps et ta jauge d'esprit. C'est des jauges qui vont faire que baisser, en fait. Comme ça, c'est fait. Donc, tu vois, l'avancée du jeu, c'est forcément vers le bas, quoi. Donc, en fonction d'événements terrifiants que tu vas rencontrer, tu vas perdre des points d'esprit vous allez voir, vous allez avoir des cartes de personnalité. Vous allez changer de carte de personnalité en fonction de votre perte de points d'esprit. Et en fait, grosso modo, votre personnage va basculer vers sa pente naturelle. Et donc et ça coïncide bien en fait avec le thème de Milvaux où en fait les gens ont tendance à retourner à un état bestial, quoi. Où ils laissent parler un peu leur cerveau reptilien, si on veut. Donc voilà. Sinon, il y a une jauge de corps qui est également, elle, ne va faire que baisser. C'est un jeu où en fait j'ai une toute petite question du coup. Ça va faire que baisser, donc à un moment ou à un autre, elle peut jamais remonter en fait. C'est fini, on est forcé de mourir à un moment ou à un autre. Non, parce qu'en fait, si tu veux, le scénario, ça va être avant tout une situation, en fait, des situations de stress extrême. Et voilà. Et du coup, je m'interroge pour quelqu'un qui voudrait faire une campagne. Est-ce que c'est possible dans un jeu comme ça au final, ou est-ce que c'est que du one shot? Ouais, tout à fait, c'est possible. Mais à condition d'espacer suffisamment ces fameuses situations de stress extrême. Pour que ça veut dire que tout simplement, ça va nécessiter de la part des joueurs une extrême prudence. Parce que pour faire simple, hein, t'as une jauge de corps au départ, elle est à 12. Et ça va notamment déterminer ton score d'attaque. T'as 12 en corps, t'as 12 en attaque. Et tu jettes un des 20.
et tu dois faire en dessous un score inférieur ou égal à ta jauge. Ça veut dire que même au top de ta forme, tu as 60% de chance, en fait en situation de stress extrême, tu as 60% de chance de toucher ta cible. Donc, plus tu perds du corps, plus tes chances s'amenuisent. Donc, plus tu deviens une cible. Voilà, plus tu manges, plus tu deviens une victime. Donc, voilà. On s'enfonce forcément. Donc, le dernier qui crève a gagné, hein, soyons clairs. Est-ce que c'est de ce genre-là? Est-ce que c'est le dernier qui crève a gagné? Non, c'est pas tellement le but du jeu, c'est pas tellement de crever le dernier. Si. Bon, pour apprécier le jeu d'horreur, il y a deux choses. Effectivement, il faut tenir à son personnage. Ouais. On a des mécanismes et on a un scénario qui s'y attache quand même, que tu t'y attaches un petit peu à ton perso. Et l'autre point quand même pour apprécier un jeu d'horreur, c'est qu'il faut aussi apprécier l'ambiance sombre qui est créée et pas uniquement partir sur une démarche ludiste où grosso modo je vais tout faire pour protéger mon personnage. Ce qui compte aussi c'est le stress qui est généré et l'ambiance qui est générée. Et si ton personnage il meurt mais dans des circonstances vraiment dans des circonstances qui sont narrativement intéressantes, s'il meurt par exemple en se sacrifiant et tout, ou s'il meurt bêtement qu'il n'y a aucune morale. Enfin, du moment que ça amène une petite réflexion, c'est intéressant de mourir. Il fallait s'attacher à son personnage, et tout à l'heure, tu as parlé d'une carte de personnalité. Est-ce que c'est un rapport avec les deux? Entre les deux, parce que du coup, tu n'as pas expliqué pour l'instant comment on pouvait. Ouais, bien sûr. Comme tu vas l'avoir, en fait, les cartes de personnalité, elles vont t'aider à typer les réactions de ton personnage, même si tu as quand même une marge de manœuvre à côté. Et puis moi-même, quand j'écris tous les scénars que je fais en convention, c'est avec des pré-tirés. Et j'essaye, grosso modo, le 95% de mon boulot, c'est l'écriture des personnages. Donc là, on va jouer avec des pré-tirés que tu as bien bossé. Voilà. Et de toute façon, vous allez voir, le scénar de ce soir, c'est orienté personnage. D'accord, ok, très bien. Bon, on peut peut-être y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y va en joue? Pierre, il est droit. Il trépigne. Ouais, moi c'est bon. Les questions, j'en ai suffisamment entendu. J'ai envie de jouer. Allez, c'est sérieux. Bon, c'est parti, hein. On joue. Et voilà, fin de partie. D'abord, Pika, on commence par toi. En tant que maître de jeu, qu'est-ce que tu en as pensé? Où est-ce que tu te situes par rapport à un scénario, par rapport à une convention? Là, on est dans un cadre plus familial, tranquillement. Déjà, j'étais content parce que j'ai eu droit à une fin inédite. Ça fait toujours plaisir, quoi. Fin inédite qui est toujours surprenant parce que j'ai En fait, Mildiou, c'est un scénario, comme j'ai déjà précisé, qui est super dirigiste, super linéaire. Il y a pas mal de garde-fous dans ce scénario. Que ce soit au niveau de la marge de manœuvre de vos personnages, parce que vous avez des ordres super stricts, et en plus le mec qui vous donne des ordres, il s'est donné un moyen assez cruel de vous faire obéir. Ouais. Première chose. Alors intéressant ça. J'imagine qu'on n'a pas le droit de trop en dire, mais on peut dire qu'on est prisonnier, on n'a pas le choix de respecter ses ordres ou pas. Ouais, bon. J'ai résumé quand même rapidement le pitch du scénar. Ouais. Bon, de toute façon, honnêtement, si vous voulez, en tout cas, si vous voulez destiner à être joueur à Milvaux, je pense que vous pouvez écouter ce débriefing. Mais si vous voulez être joueur à ce scénario-là qui s'appelle Mildiou, de toute façon, je pense qu'on ne pourra pas s'empêcher de spoiler des choses importantes du scénario. Oui, c'est possible. Ce sera difficile. Hein. Ça va être difficile. Ouais. Donc voilà, attention spoiler. Ouais, attention spoiler, voilà. Pour Mildiou. Donc, grosso modo, vos personnages, ils jouent des villageois dans un village ukrainien qui s'appelle Lviv, et dont les récoltes ont été anéanties par une épidémie de mildiou. Par conséquent, le chef Fyodor, qui est quelqu'un de tyrannique, oblige vos personnages en fait à se rendre avec les maigres possessions du village. Il oblige vos personnages à se rendre dans le mystérieux village de Becquerel, qui est un village maudit de sinistre réputation, mais qui aurait de superbes récoltes de blé.
Et donc l'objectif c'est de leur acheter ce blé, quoi. Donc on prend toutes les richesses du village, de notre village, et le but c'est de faire la route forestière qui nous mène jusqu'à Becquerel. Voilà. Sachant que sur le chemin, il y a aussi une autre ville qui s'appelle Kersève, voilà. qui est à peu près dans la même situation, Dans la même merde. pourrie que Lviv, et donc ça va créer des tensions aussi. Ouais, oui, à fond. Donc voilà un petit peu le. Voilà. l'histoire. Et donc, comme j'ai dû le dire tout à l'heure en introduction, le thème du scénario c'était le sens du devoir. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour à quel est mon devoir et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le remplir. Ouais. Voilà, donc j'espère qu'il a été exploité. Alors justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves qu'on a exploré la problématique tous autour de la table? Ouais, je pense. Je sais que lors d'un autre playtest, il y a eu assez rapidement un consensus de la part de l'ensemble des joueurs pour clairement tenter de réussir la mission un coûte que coûte. D'accord. Donc là, sens du devoir respecté à 100%. Alors que bon, un des intérêts du scénario, en fait, c'était les conflits entre personnages parce que tout le monde n'est pas prêt à rendre ce service au village de Lviv. Cédric. Du coup, très rapidement, et le personnage d'Oleg, il a fait quoi du coup dans ton autre partie? Donc Oleg, faut savoir que c'est un mec costaud, le costaud du groupe, on va dire. Le personnage d'Oleg, il me semble qu'il a un peu suivi la politique du groupe. Il a servi d'outil pour le groupe. Ouais. Quoi. Oleg, c'est vrai que c'est un personnage qui est carrément capable de s'opposer au reste du groupe assez violemment. Ouais. Et lors du dernier playtest, pour information, c'était à la Convention Eclipse en 2010. D'accord. Comme je change souvent de scénario, je fais pas des playtests très fréquents, il faut bien l'avouer. D'accord. Pas du même en tout cas. Voilà, exactement, pas du même scénario. Ce qui est une bonne chose, je pense. Flavie, tu voulais intervenir? Du coup, t'as pas répondu à la question de Seth, oui, par contre. Est-ce que tu peux me la rappeler? À savoir, est-ce qu'il a suivi Oleg jusqu'au bout ou est-ce que ça a posé des problèmes à un moment ou à un autre? Il a suivi Oleg, en fait, il est obligé de suivre parce qu'en fait, il y a l'amour de sa vie qui est Laika, qui est un petit peu l'enjeu d'un marché peu avouable. Puisque la ville d'où on vient, donc Lviv, a décidé de l'échanger contre du blé à la ville de Becquerel. Voilà. Je fais partie des maîtres de possession. Là, on hésite à spoiler. Autant, si on veut être. Ouais, mais je pense qu'on peut. On va y aller. Non, mais je mettrai dans les one-shots que ça concerne le scénario Mildiou et que s'ils veulent le faire, ils ne peuvent pas écouter le podcast. Je pense qu'on va y aller parce que notamment ça, c'est vraiment une donnée, c'est une donnée très importante. C'est une donnée essentielle. C'est-à-dire que les villageois de Lviv rassemblent tout ce qu'ils possèdent, or, vaches. Chariots pour offrir au village de Becquerel en échange de blé, et comme ils sont pas sûrs que ça fasse assez, effectivement ils rajoutent une femme avec tout ça quoi, donc qui est Laïka, voilà, qui est une femme belle et rebelle, on va dire. En somme, le scénario propose une interaction entre les différents personnages. Chacun a des intérêts différents, variés, et ça va en fait faire rentrer en conflit les personnages au cours du scénario. Mais le conflit n'est pas amené n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point qui est marqué l'attachement au village, et que chaque personnage a un degré différent d'attachement au village. Exactement. Donc du coup, selon le degré d'attachement qu'on a au village, au final, on sera amené à jouer différemment. C'est-à-dire, il y en a qui ont un attachement au village monstrueux, et qui fait que eux, ils voudront le faire jusqu'au bout. Ils voudront faire la mission jusqu'au bout. Mais qu'il y en a, dont Laïka, qui ont un attachement au village tout à fait superficiel et qui du coup peut être amené à trahir, notamment parce qu'on est amené des fois à perdre des points d'attachement au village. Tout à fait. Donc, le scénario en cela est bien construit. C'est-à-dire, si c'est pour attirer les joueurs à rentrer en conflit les uns avec les autres et les enjeux, il est bien construit. Ouais, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est vraiment un avantage de scénario, à mon avis. Maintenant, sur la problématique du sens du devoir, là, par contre, je ne trouve pas qu'on l'ait vraiment exploré. Parce que finalement, on a pris une décision très très vite. Thomas.
Moi, je trouve que j'avais un personnage qui était très attaché aux valeurs du village et qui souhaitait vraiment le sauver. Ouais. J'ai eu le sens du devoir, donc je l'ai vraiment ressenti dès le départ. Non, oui, mais toi, oui, bien sûr, parce que toi, tu es actrice en tant que personnage, donc tu joues la vieille Magdalene, qui au départ nous empoisonne avec le chef du village. Le chef nous empoisonne au début et nous dit vous avez 24 heures. Le poison est actif 24 heures. jours. Après 24 jours, après 24 jours, vous mourrez. Donc vous devez faire cette action, sinon vous mourrez. Le sens du devoir perd tout intérêt à partir du moment où on sait qu'on va mourir si on ne le fait pas. C'est plus du devoir, c'est de la contrainte. Donc au final, toi, tu as exploré le sens du devoir jusqu'au bout, parce que dès le départ, on t'a demandé est-ce que tu veux empoisonner les autres. Donc toi, tu t'es posé la question est-ce que je dois faire ça? Bien sûr. Voilà, c'est ça la différence, c'est que ton personnage, lui, avait cette problématique. Je suis pas certain que nous on l'avait. Pika, ça c'est une en réflexion fait, que je te fais. si tu veux, effectivement, donc le chef du village compte pas uniquement sur le bon vouloir des personnages pour que la mission soit accomplie, puisqu'il prend quand même soin de les empoisonner pour Voilà. les forcer à accomplir la mission. Alors du coup, le devoir, il est où? En fait, c'est déjà l'idée, c'était de montrer que justement, c'est toujours très ambigu. Et où s'arrête la contrainte, où commence le devoir, quoi. Parce que lui justement. En quoi, en fait, le sens du devoir, c'est juste entre guillemets un instrument du système, quoi. Ouais, pour moi, cette contrainte nous forçait à le faire sans se poser la question, Cédric. Alors oui au départ, mais il y a possibilité de contourner aussi la chose. C'est toujours possible. Moi, j'ai vu ça comme une porte ouverte. C'est vrai. Donc du coup, le sens du devoir est là aussi. Parce qu'à Baïkrel, tu nous as prévenu, Picat, qu'à Baïkrel, éventuellement, il pouvait aussi nous soigner de cette voilà, poison. pourquoi pas. Et en donc, fait, ce que j'ai constaté avec votre groupe, là, c'est que effectivement, au début, quand vous êtes partis sur les routes pour aller à Baïkrel, il y avait un consensus quand même pour dire que ok, on va faire le job Tout à parce fait. qu'on n'a pas le choix. Et en fait, ce consensus, au fur et à mesure, surtout notamment parce que certains ont finalement commis certains actes. comme il est irréparable. Voilà, qui a un peu traumatisé l'ensemble du groupe. Finalement, ce consensus s'est lentement effrité au cours de la partie. Ouais, certes. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et finalement, à la fin, je pense que moi, ce que j'ai constaté aussi lors du playtest précédent, c'est qu'au final, cette problématique du poison n'était plus dans la tête des personnages à la fin de la partie. Et ce qui était très drôle, bon là, on n'a pas eu l'occasion de le voir parce que c'était un PNJ, mais dans le playtest précédent, Grigory, donc qui est le fils du chef, qui est une ordure. Ouais, qui est vraiment une ordure, qui en a rien à faire de personne en fait. Lors du playtest précédent, à la fin, c'était devenu le plus ardent défenseur de l'intérêt commun, et c'était celui qui était le prêt à faire les sacrifices les plus grands pour la cause du village. D'accord. C'était pas attendu de ma part, mais c'était très intéressant à constater. Est-ce qu'il y a déjà d'autres réflexions sur la problématique globale du scénario, Pierre? Alors moi, c'est sur le consensus. Ouais. Donc oui, le poison joue un rôle pour certains, mais pour d'autres, comme moi, mon personnage, qui était Vadim. T'aurais pu ne pas être empoisonné, ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé, parce que moi, à la base, mon personnage est très attaché à la communauté. Et sans ce poison, mon personnage l'aurait fait, cette mission. Même en... le chef du village m'a même dit que c'était un devoir de devenir même, ça me permettait de devenir un homme au sein du village, de faire cette mission, et c'est totalement dans les traits de mon personnage de donc prouver toi t'avais ma pas valeur besoin du aux poison, donc j'avais pas besoin du poison. Sentiment. Donc on avait déjà une discorde entre chacun. Tu seras un homme, mon fils. Pourquoi? Alors, oui, non, mais c'est parce qu'il disait, oui, c'était l'occasion de devenir un homme et tout. Enfin bon, c'était assez amusant parce que le panneau est très grand, je trouve. Mais sinon, ce que je voulais dire, le panneau dans lequel tombe oui, d'accord. Oui, ce qui se passe, c'est que pour Oleg, c'est pareil. Il y a un sens du devoir. Pourquoi? Parce que le village, en fait, a accepté Oleg, qui est assez particulier quand même. Ouais, tout à fait. Que c'est quelqu'un qui a subi divers traumatismes, qui fait qu'il va aider de façon très généreuse en fait les autres. Cédric jouait le personnage de Leg. Donc voilà. Et au compris. niveau du sens du devoir, je pense que pour lui, il aurait accompli la mission, même si il y a toujours possibilité d'essayer de faire autre chose. Mais au niveau de la mission globale, Oleg normalement n'a pas besoin du poison. Bon, Oleg, il était quand même à la
recherche de compromis Leica. parce qu'ils voulaient surtout pas que Leica soit vendu au village. quoi. Oui, mais on peut toujours trouver des solutions pour que la mission soit accomplie et que Laika ne reste pas avec elle. De ce Leica, côté-là, je trouvais Flavie. ça rigolo parce que moi, mon perso a vraiment aucune raison de faire la mission. Au final, elle a un attachement très Et ça, peu c'est marrant, ça. prégnant et en plus, c'est T'as elle pas qui est d'attachement au l'enjeu. village, toi? Non, j'avais un seul point au C'est début. pas vrai. C'est tout, quoi. Ah, si, Mm. si, si. C'est pour ça, Incroyable. quand vous me disiez, mais tu fais quoi? J'en avais rien à branler. En plus, à un moment, j'ai perdu le seul point d'attachement que j'avais au village. J'en avais rien à faire, Ah quoi. oui, d'accord. ok. Moi, le seul Je objectif pensais de pas. mon perso, et c'est dit dans toute la fiche de perso, c'est de vivre avec Oleg, de vivre en paix avec lui et de passer ma vie avec lui. Donc, D'accord. c'était je ça crois- qui était rigolo, c'est que vous aviez tous un attachement au village, mais moi, pas du tout. D'accord, ok. Alors ça, j'étais loin de m'en douter. C'est. En fait, le personnage de Leica est sans doute assez ardu à interpréter parce que effectivement, il rame contre le groupe pendant toute la partie. Alors, ce qu'il faut savoir hein, pour justifier un peu cette écriture de personnage, c'est que moi j'ai fait pas mal d'écriture de soirée enquête, donc j'avoue avoir un faible effectivement pour les antagonismes au sein du groupe. D'accord. Ce que j'essaye dans ce scénario, c'est que toute la partie soit sur la corde raide, avec un groupe qui est toujours à la limite de se s'entre-déchirer, et du coup des décisions qui sont rarement prises de façon... il y a des Consensuel. Il y a toujours. il y a jamais de consensus. Quoi, Toujours dans ce des scénario. mécontents. Voilà, bah, justement, mais ce qui m'a plu dans le scénario, parce que c'est vrai qu'on a joué donc des pré-tirés, et les Ouais. personnages donc avaient un background qui fait que le voyage ne peut pas se passer sereinement. Non. Et tout ça, à j'ai fait. trouvé ça super intéressant parce que Mm. dès que tu joues vraiment ton personnage sur ses traits forts, t'es obligé d'avoir des clashs, quoi. Alors je suis entièrement d'accord avec toi. Seulement, on va voir. Enfin, je vais essayer moi en tout cas de montrer que le système en revanche ne portait pas ne portait pas justement ces duels entre les personnages. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait un problème à ce Ouais, je niveau-là. pense qu'il y avait un Le problème aussi. pitch du scénar est excellent, l'histoire du scénario, la mise en place du scénario est excellent. L'univers d'ailleurs est excellent. On va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous avez pensé de l'univers maintenant. On va quitter un petit peu le scénario, on y reviendra après. Flavie. Ben, moi, j'avoue, j'ai trouvé l'univers génial Bah et oui. c'est tout bête, mais Eh oui. quand tu nous expliques bien l'univers, bah, tu commences déjà à flipper dès que tu sors du village, quoi. Super. Moi, dès que je suis sortie du village, j'ai commencé à flipper, genre, oh non, non, on s'éloigne pas trop de la route, je veux pas aller dans la forêt, quoi. Enfin, vraiment, c'est de ce côté-là, c'est super. C'est clair, c'est clair. L'univers, alors moi, même au niveau de l'ambiance et tout, les techniques que tu utilises, c'est-à-dire les musiques que tu utilises, sont absolument géniales. Le côté sourd de la basse, des vieilles guitares là, complètement sur des thèmes super lents, super distordus, c'est génial. On n'imagine pas ça sur la forêt. Alors pour info, hein, tu peux retrouver Thomas. une partie des musiques que j'ai utilisées Enfin, ce soir Pika, parce que Thomas, il y en a deux. sur le Pika. forum de Terres étranges là, dans la rubrique qui s'appelle musique sombre pour jeux de rôle sombre. D'accord. Ouais. Donc il y a pas mal de CD que j'ai chroniqués qui sont tagués Milvaux en fait. Mm. Et pour la petite anecdote, alors peut-être même que ce sera sorti quand sortira le podcast. Mais donc Ouais. là, je prépare. La maquette est en cours de finition. Ces musiques sont pour JDR Sombre. En fait, il y a 100 albums chroniqués pour Ouais. sonoriser des jeux de rôle d'horreur. Milvaux et puis plein d'autres. Et donc, je vais sortir ça sous PDF gratuit. D'accord. Donc d'ici, on va dire quelques mois. Donc on pourra de toute façon retrouver toutes tes inspirations musicales. Voilà. Ok. Pierre, comment est-ce que tu as trouvé l'univers du jeu? Très bien. En tout cas dans les villes. Mais la forêt, je sais pas. Au début, on m'a dit que la forêt c'était vraiment hostile. On devait avoir peur de la forêt. Ouais. Mais j'ai pas ressenti j'ai très peu ressenti en fait la présence de la forêt quand on y était. C'était sans rester centré sur nos personnages, sur nos trucs. Mais je voyais pas en Ouais. fait l'hostilité Finalement, de la c'était forêt. moins la forêt que les personnages qui la traversaient qui faisaient peur. Voilà. Mais c'est peut-être ce que tu voulais, Pika, non? En fait, la forêt, le traitement de la forêt est un peu spécial dans ce scénario. Parce que de un, ça sert de garde-fou pour que les D'accord, personnages s'écartent pas trop des quelques chemins qui sont proposés. Ouais. Et de deux, ça sert de joker pour moi. Bon, simplement parce que la forêt en elle-même crée quand même une ambiance. Et puis effectivement, si par hasard l'interaction entre les personnages joueurs ou l'interaction entre les personnages joueurs et les PNJ, les personnages non joueurs, si ça avait pas produit assez de jeux, j'aurais fait intervenir les petites bébêtes qui vivent dans la forêt. Quoi. D'accord, ok. Tu veux Tandis dire que là, j'en ai pas eu besoin en fait. C'est pour ça que je les ai laissés en toile de fond.
D'accord. Thomas. Moi justement, je voudrais rebondir là-dessus. C'est moi justement la forêt, malgré qu'elle n'ait pas été forcément très menaçante dans le scénario, moi j'ai trouvé très pesante parce qu'en fait il y avait un écran qui était posé donc sur la table avec une magnifique image d'un tronc d'arbre au milieu d'une forêt, un peu flou. Et par rapport à ce que tu disais que ce jeu tu l'as fait autour d'un cauchemar, moi ça m'a rappelé justement une image de cauchemar et le côté oppressant de la forêt la nuit. Alors ça c'est vrai. Ouais. Voilà, et donc rien que le fait de me dire il y a la forêt à côté, je sais qu'il se passe des choses bizarres, il fait totalement nuit, rien que ça me faisait là on peut vraiment remercier les images que tu as choisies pour illustrer le jeu dans le manuel et sur l'écran, qui sont excellentes. Vraiment, quand on parcourt le jeu, moi j'ai eu l'occasion de le parcourir déjà plusieurs fois, et à chaque fois ça m'a fait la même sensation, c'est que les images sont super bien choisies, elles sont vraiment... elles posent l'ambiance dès le départ, quoi. Une ambiance qu'on retrouve du coup dans l'imaginaire des joueurs lorsqu'ils jouent ensuite au jeu. Donc l'univers, là-dessus, pas mal. Pierre, tu voudrais revenir sur cette forêt t'as été déçu vraiment tu t'attendais à des bêtes, je m'attendais à des créatures, à des choses comme ça. Je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête, mais on m'avait plus vendu sur la forêt et j'attendais plus de ça. D'accord, ok. Mais t'as pas trouvé justement que c'était bien de prendre les joueurs à contre-pied là-dessus, d'aller les inviter à se rendre compte que finalement les plus gros monstres qui fréquentent cette forêt, ça reste eux-mêmes, quoi. Je trouvais ça vachement intéressant, moi, contre. Oui. Moi, tu vois, j'aurais presque été déçu si à la fin on avait été attaqué par des bestioles qui venaient de la forêt, tu vois, j'aurais dit oh putain. Si c'est ça, c'est un peu... Non, mais juste parfois quelques descriptions de mouvements. Par exemple, on a fait plusieurs fois des tours de garde dans la nuit. Il y en a eu des descriptions de mouvements et... Oui, tu disais que dans l'ombre, on voyait des passages et tout, des yeux rouges qui surgissent de l'ombre. Il y en a eu quand même. Non, mais c'est arrivé une fois. Je reconnais effectivement que tout ce qui est la faune et la flore n'a pas du tout été exploité. Encore qu'on a dans le scénario, à part pour constituer une menace un peu abstraite. Hein. Bah oui, même. Alors après, pour te rassurer éventuellement nos auditeurs, en réalité, dans le bouquin, il est prévu tout un chapitre sur l'écosystème, avec une belle biodiversité. donc rassurer, c'est une façon de parler. Voilà. La forêt fout vraiment l'épaule. Sachant que c'est vrai qu'en plus, quand tu as une bonne créature, tu peux faire tout un scénario autour d'une simple créature. Bon, je vais pas aller passer par le menu, mais bon, il y a quand même un bestiaire plus ou moins exotique. Voilà quoi. Le coup des mutants, du nucléaire. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Tant mieux s'il y a la possibilité de faire des scénarios autour de ça. Ouais. Cédric. Alors moi j'ai trouvé l'ambiance très bonne au niveau aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur des villes et à l'extérieur. Moi aussi. À l'intérieur des villes, moi ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance du village, le film. D'accord. À savoir, voilà, c'est cette crainte de l'extérieur, cette espèce de menace sombre. On sait pas trop ce que c'est, mais on veut absolument conserver nos brebis dans leur enclos, quoi. Ouais, carrément. Donc ça, je trouvais ça sympa. À l'extérieur également aussi, ça m'a fait penser au village, parce qu'on a finalement une forêt, où le plus grand danger finalement, c'est nous. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti. Il n'y a pas de surnaturel. Moi, je partage un petit peu l'avis de Pierre. Non pas, je veux pas que des grosses bêtes et tout nous attaquent, parce que je trouve qu'en effet, comme Rome, ça aurait un peu tué finalement à l'intérieur du scénar. Ouais. Mais je m'attendais un petit peu plus au niveau des descriptions, au niveau des sensations, voir un petit peu plus de flip au niveau par exemple des tours de garde, que les personnages commencent à s'imaginer en fait des choses, sans qu'il y ait forcément des agressions physiques ou autres, mais que les personnages vraiment entrent en parano. Même si je pense que évidemment c'est notre rôle de faire ça, c'est-à-dire c'est à nous de vraiment nous immerger. Je trouve qu'un petit peu plus de description au niveau des là je trouve sensations du décor, ça aurait été. Non mais je pinaille. Là tu pinailles parce que en plus on en a eu des descriptions illusoires et tout ça, des yeux rouges qui n'existent pas vraiment, des joueurs qui font des cauchemars. Vers la fin. Ah bah oui, mais c'est normal. Plus l'angoisse monte et plus le risque d'illusion est grand. Enfin moi ça me semble pas. Mais après encore une fois je pinaille parce que l'ambiance est vraiment très bonne. En fait on est vraiment oppressé. Et ça c'est vraiment très bon. Et je trouve que la dynamique, à savoir que le plus grand danger finalement c'est nous, est très bien exploitée. Ça vraiment très très bien. Donc au niveau de l'ambiance il y a vraiment c'est vraiment très très bon. Ouais, ça c'est excellent. Thomas, l'univers, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, comme je dis, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance au niveau de la forêt, même l'ambiance dans le village. Moi j'ai pris mon perso de suite j'ai vu le village à quoi ça ressemblait, je voyais déjà les gens, je voyais l'enjeu du scénario. Ouais. J'ai trouvé les musiques énormes plusieurs fois. Je me suis retourné quand j'ai entendu les musiques, j'ai fait pile au bon moment, c'est nickel. Des petits cris à des fois. On peut imaginer ce qu'on veut en fait sur ces musiques. Elles sont pas connotées comme des musiques de film où attention là il faut sourire, attention là il faut rigoler ou attention il faut pleurer. Non, mais c'est ça, les musiques sont pas connotées. Ouais, tu te laisses aller, non, c'est vraiment bien. C'est pas mal. Puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en plus dans le scénario, c'est la scène où il a fallu que je raconte l'histoire. Et ça, je trouvais ça génial. Je suis là avec mon personnage, je le fais entrer en scène comment, je raconte une histoire qui fait peur. Ouais, non, pourquoi pas. Cédric. Alors, juste rapidement, au niveau de cette scène, j'ai vraiment trouvé génial et j'ai trouvé ça très habile de la part de Pika de laisser Thomas raconter le conte. Ça mettait vraiment une ambiance. Ouais. Le point négatif, par contre, et je suis désolé Pika pour le coup, c'est que je trouve que ça demande quand même un joueur averti. Quelqu'un qui maîtrise un minimum. Non, c'est pas un défaut, mais pour le coup, je trouve qu'un joueur qui va mal raconter le conte, qui est pas trop habitué, qui est peut-être timide ou autre, va un peu plomber l'ambiance. Je pense que c'est possible, et c'est l'ambiance de départ, donc je trouve ça vachement important. Je trouve qu'on a eu la chance en fait que ce soit Thomas qui nous raconte le conte. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je veux dire de beaucoup moins averti, beaucoup plus tremblant, ça aurait été autre chose. Je suis pas d'accord parce que Pika l'a quand même pris à part pour bien lui expliquer ce qu'il fallait raconter. Ça reste quand même l'heure du conte, les gens écoutent. Moi je trouve pas que même si tu sais pas trop raconter l'histoire, je pense qu'il y a pas trop de soucis. Hein. Quand tu fais du jeu de rôle, t'as quand même l'habitude. Il y a une astuce quand même, c'est que simplement c'est le personnage de Magdalene qui raconte le conte. En fait, le personnage de Magdalene, c'est une petite vieille. Elle a rien pour elle. Elle sait pas se battre ni rien et tout. En plus, c'est vraiment la rabat-joie du groupe puisqu'elle est là pour faire les leçons de morale à tout bout de champ. Donc, je sais par avance que c'est un joueur qui sera fan de roleplay qui va prendre ce personnage. C'est pas faux. Parce que c'est pas un personnage, si tu veux, c'est pas un personnage ludiste, c'est un personnage plutôt narrativiste. Et donc je sais que c'est un joueur à l'aise avec le roleplay qui va le prendre. Et bon, pour le moment, ça va pas louper. Thomas. Moi, je sais que quand tu es venu me proposer la scène, dès le départ, je me suis dit c'est bien, là j'ai une partie de création dans le scénario qui, je me dis, va forcément avoir des répercussions plus tard. Donc je vais pouvoir éventuellement mettre des éléments de façon à pouvoir faire triper les joueurs. Parce qu'ils peuvent dire, il doit raconter une histoire, mais voilà, vu comment il l'étoffe, c'est du n'importe quoi. Puis ça arrive dans le scénario et le petit détail que j'ai pu donner dans l'histoire peut être repris dans le scénario. Et ça, je trouvais ça bien. Alors, juste 2 secondes, Sen, tu voulais revenir là-dessus ? Juste 2 secondes. En effet, c'est vrai que j'avais pas pensé en fait au personnage de Magdalene, au fait que c'est en effet un personnage qui va aimer le roleplay finalement. Donc oui, finalement, là cette fois-ci, le système de jeu va finalement aider. Donc je retire ma remarque. Bon, moi je vais pas rentrer dans les détails de la théorie personnage narrativiste et tout. Pour moi, ça a pas trop de sens, mais bon, bref, c'est pas grave. Ce que tu veux dire, par contre, c'est que c'est un personnage qui a besoin. Ouais, peut-être que j'emploie pas les termes à bon escient. Non, mais il est tard. Et bon, voilà. Alors moi, je voudrais voir vos sentiments au sortir de ce scénario. Ouais, moi, je voulais juste ajouter un truc sur l'univers rapide, mais très rapide. C'est cette histoire de la pénurie crée du jeu, de jouer dans un univers où tout manque. C'est très intéressant pour les dilemmes et tout ce que tu vas essayer de mettre en place. Ça, je voulais te le souligner aussi. On le dit en 15 secondes, mais c'est super important et c'est super intéressant. Juste, je vais quand même Picard. Réagir sur ce que tu dis. Bah, grosso modo, on aura l'occasion d'en parler quand on va parler du système. C'est le principe du jeu gritty, quoi. Le terme technique, c'est ça. Ou on appelle ça jeu chair et sang aussi. C'est que effectivement, ça n'a pas de sens. On pourra l'élaborer plus en détail. On va en parler. Mais ça n'a pas de sens si tu crées un personnage qui dispose de tout en abondance, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Le manque et tout ça. Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus, je pense, au moment de parler du système. Flavie, ton sentiment au sortir de scénario ? Moi, j'ai 2 remarques. Ouais. La première, c'est que la fiche de personnage m'a permis de m'attacher rapidement à mon personnage. D'accord. De ce côté-là, parce qu'il y avait une histoire qui était construite. Donc là, on parle de système. Voilà, je parle du système vraiment. Okay. La fiche de personnage permet de bien lire son perso. T'as des trucs qui permettent bien de prendre en main. En revanche, moi, il y a un truc que t'as souvent dit et j'ai trouvé ça un peu frustrant. Donc, on fait beaucoup de roleplay. A priori, la partie nous pousse à en faire. Mais souvent, tu nous as dit, d'accord, c'est juste, mais je peux pas le prendre en compte, c'est juste roleplay. Donc, on nous pousse à faire du roleplay et à faire tester la moralité. Mais à côté de ça, c'est pas pris en compte par le système. Pika. Alors, oui, en fait, je pense que
tu parles pendant les séances de combat, les quelques séances de combat Non, qu'il y a même eu. pas. Non, je parle plus pendant les moments où du coup on parle ensemble et où tu dis oh mais je fais ça, j'aimerais bien. Tu dis quelque chose de très très prenant. J'ai un exemple tu l'as concret. souvent dit, c'est juste roleplay. J'ai un exemple concret, c'est le moment où Cédric, avec le personnage d'Oleg, maîtrise un espèce de brigand qui essaye de nous attaquer. Il fait toute une espèce il décrit toute une scène pour dire comment est-ce que finalement il l'immobilise, et tu lui as dit c'est juste roleplay. Ah oui, j'ai un autre moment moi, ouais. Alors, c'est le moment où je crie en fait va y avoir en gros un combat à la table et je crie en fait à Oleg non, arrête, fais pas ça et tout, et tu me dis ouais, mais c'est juste roleplay. Ouais. En fait, c'est bien ces deux exemples, c'est bien des situations de combat. D'accord. C'est-à-dire que il y a un conflit en tout cas. Donc je rappelle que je joue avec le système de sombre. Et dans le système de sombre, quand il y a combat, tu peux pas faire 36 choses en fait. Tu peux attaquer, tu peux fuir, ou tu peux faire autre chose, comme par exemple parler. Mais par exemple, ce que tu vas dire n'aura d'influence que sur le round suivant en fait. Bon, et en fait, il y a un moment, effectivement, le personnage de Leika dit à Oleg d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Et j'ai peut-être dit c'est juste roleplay. Je pense que j'aurais dû m'exprimer autrement. Oui. Grosso modo, ce que j'entendais par là, c'était que Oleg ne pourrait réagir à ce que tu avais dit que au round suivant. Que dans sa déclaration. Parce qu'en fait, les personnages font leur déclaration d'intention et on considère que c'est simultané, donc ils ne peuvent pas trop tenir compte de ce que font les autres. Et du coup, on fait déclaration d'intention, tout le monde agit, et ensuite on arrive sur un nouveau round, et là tu prends en compte effectivement ce qu'ont fait les autres dans le round précédent. Alors là, entièrement d'accord avec Pika, c'est-à-dire que moi j'y ai vu aucune frustration. À chaque fois qu'il a dit ça, je trouvais qu'il respectait malgré tout la description de Cédric, par exemple dans le cas de l'immobilisation, et dans le cas où tu criais, il a également respecté la scène, et il a considéré que ça avait eu lieu. Tu vois, il a pas, à un moment donné, le système a pas fait comme si ça n'avait jamais eu lieu. Après, c'est possible que pendant la précipitation je pense du que jeu, c'était mal exprimé, c'est-à-dire tu t'es mal exprimé, c'est pas que ça n'importait pas. Je me suis peut-être exprimé de façon lapidaire. Pour le système il fallait dire pour le système de résolution, ça n'avait aucune conséquence, mais pour l'histoire, ça en a eu, et ça en a eu beaucoup même. Ouais. Et le problème de l'immobilisation, en fait, c'est que dans le système de sombre, quand on est en situation de combat, tu peux pas faire de lutte grecque, immobiliser des gens et tout. C'est pas possible. Tout ce que tu peux faire, c'est faire des dégâts c'est un système létal, quoi. Ça, voilà. Pourquoi? C'est meurtrier, quoi. Pourquoi? C'est vrai que assez souvent, les joueurs effectivement sont étonnés, quoi. Mais parce que justement, c'est un système le système de résolution, en fait, il sert à résoudre quasiment une seule chose. C'est des scènes de combat sanglantes qui finissent par des morts violentes, quoi. Thomas. Comme je vous expliquais au début, c'est que en fait les systèmes, enfin le système de jet, donc de résolution, et en cas de stress. Moi j'imagine les gars, c'est des paysans, ils essaient de survivre. Et ben là on te demande de faire un jet, donc t'es en cas de stress extrême. T'es pas là pour faire la demi-mesure, t'es là pour tuer le mec qui est en face, quoi. La créature qui est en face, donc tu réfléchis pas. Ça me paraît logique moi que ce soit létal. Ah non, pourquoi pas. Flavie, d'autres remarques peut-être? Non, c'est bon. Ouais, peut-être une, mais tu as dit à un moment, je fais la règle du 3 contre 1 dans un combat où en gros, quand il y a 3 personnes contre une, la personne perd automatiquement. Je me suis demandé si c'était dans le système de règles. Non, en fait, ça c'est ce que j'appelle une routine. Enfin, ce que Johan et moi appelons une routine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans le bouquin. C'est un petit peu ma liberté d'action en tant que MJ. C'est surtout que, effectivement, je considère que quand il y a 3 personnes contre 1, on n'est plus en situation de combat, on est en situation de supériorité numérique, et donc les 3, ils gagnent forcément contre 1, quoi. D'accord. Et c'est en fait aussi en termes de... Parce que moi je suis un MJ qui s'attache beaucoup au rythme. Et pour moi, je gagne du rythme si je fais comme ça, parce qu'on arrive tout de suite à un statu quo. Il y en a 3 qui se disent bon, on se met contre lui, bon bah ok, vous avez gagné, il est immobilisé, le gars. Et il a plus son mot à dire. Pierre, ta sensation au sortir de cette partie, et pourquoi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal avec mon personnage. D'accord. Je parlais pas au début. Je parlais pas parce que mon personnage est dans la première fiche, parce qu'on a 3 petites fiches d'humeur. Du personnage,
Et celui de Vadim plutôt. Donc le personnage que tu jouais. Exactement. Chasseur, courageux, passionné. Mais c'est chasseur prudent. Et de base, ça m'a un peu freiné dans mon interprétation parce que quand je vois la description, c'est manque d'audace, de spontanéité. Ah bon, au contraire. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Ben, moi non plus. Au début, je pensais que c'était un personnage beaucoup plus joyeux et que j'allais pouvoir interpréter ça. Et ça m'a un peu bridé, donc. Bon, c'est peut-être pas le bon personnage. Peut-être que tu n'avais pas choisi le bon personnage. Voilà. Ouais, en fait, tu m'inspires peut-être une idée, c'est que j'ai jamais permis ça, mais j'aurais peut-être le faire, c'est permettre à un joueur, en fait, quand il reçoit sa carte de personnalité, si vraiment ça lui convient pas, c'est qu'il y a des personnalités qui sont plus dures à interpréter que d'autres. Peut-être qu'il y a la personnalité prudente, la personnalité timide, où effectivement, ça va t'inviter à jouer un petit peu en retrait, quoi. Ouais, mais on voit bien. C'est vrai. Ouais, Thomas. mais en fait, je pense qu'il faut laisser imposer parce que en même temps, ça permet de donner une psychologie intéressante pour le scénario. Exactement. Donc, je vois pas en quoi quelque part, c'est que il faudrait pouvoir effectivement qu'un joueur qui dit non, désolé, mais je peux pas jouer ce personnage-là. Je pense qu'il y a ça. À un moment, tu peux dire, tu peux pas jouer ce personnage-là. Donc, moi, je pense que si on commence à permettre qu'un mec fasse un chasseur courageux, intrépide, valeureux, héroïque, on va tomber dans du Robin des Bois trop vite. On quittera son. Mais bon, ce que je disais, ce que j'insiste toujours, c'est qu'on peut changer la ligne directrice de son personnage en cours de jeu. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit et c'était un peu le but aussi. C'est qu'effectivement, Vadim, il va avoir une première heure de jeu en retrait, c'est clair. C'est clair. C'est un mec qui se cherche. Il a eu des déceptions, en plus il doit encore faire ses preuves. Les gens le traitent encore un peu comme un gamin. Ouais, c'est ça. Et donc, moi en tant que MJ, j'attends du joueur de Vadim ce que tu as fait en fait, de se révéler en deuxième partie de scénario où il doit commencer à réagir et dire c'est bon, c'est marché. Moi j'ai trouvé ton interprétation. Maintenant c'est moi qui mène un peu plus ma barque. Et là-dessus, tu l'as fait en plein, donc c'était super. Moi j'ai trouvé ton interprétation très bonne. Et toi, tu juges que tu l'as mal joué du coup? C'est pas mal joué, c'est que c'est un personnage où t'es un peu en retrait. Et... Au départ. Ouais, t'as un début, mais... c'est clair, t'as un début difficile, mais je suis d'accord, c'est difficile. Mais moi j'aime bien en fait pour bien jouer, pour faire un bon scénario, c'est me rentrer rapidement dans le personnage et pouvoir faire des choses. Et à part ça c'était bien parce que je me suis révélé. Est-ce que t'as eu peur parce qu'on était partis tous les deux pour se faire peur. Ouais. T'as eu des boules ou pas? Non. À aucun moment? Non. Pas de flip? Non. Même la musique et tout, ça t'a pas mis dans une certaine ambiance badante vis-à-vis de la forêt et tout ça? J'ai pas prêté énormément d'attention. D'accord, ok. Donc qu'est-ce qui t'a le plus tenu? C'était plutôt les enjeux autour des personnages? Ouais, les enjeux entre les personnages, bien sûr. Et ça te faisait pas flipper? Le fait qu'à tout moment, les gens puissent trahir et tout ça? Non, parce que j'étais plutôt dans le côté du mec qui... J'étais le boucher en fait. J'ai été le boucher du scénar, donc c'est moi qui foutais un peu les boules aux autres. D'accord. Mais oui. Enfin bon. Non. Parce que justement, généralement, quand on joue le boucher, on a peur aussi. Ouais, mais en fait, il y a une tentation qui est grande dans le jeu d'horreur, où effectivement, en tant que joueur, tu vas... Si tu orientes ton personnage effectivement sur un roleplay où le personnage devient le méchant, quoi. Ouais. Ou Romaric un petit peu ton personnage, je trouve il pétait les plombs rapidement. Si je puis oser m'exprimer ainsi. Ouais. Donc c'est deux échappatoires en fait. Soit tu deviens le méchant, c'est-à-dire ton personnage devient le bad guy de service et tout. Du coup, tu sors du jeu d'horreur, ça c'est certain. Parce que du coup, c'est toi qui fais peur, quoi. Donc c'est plus à toi d'avoir peur. Ou alors effectivement ton personnage pète les plombs, tu sors aussi du jeu d'horreur. Tu rentres dans un autre type de jeu, quoi. Après, limite, moi mon personnage le voyais plutôt comme une aide pour le MJ. En tant que MJ, quand même, j'essaie de respecter un petit peu la liberté des joueurs. Et si le joueur il se sent interpréter son personnage comme ça, sauf si vraiment ça fait partir à la partie en quenouille, je le laisse faire. C'est pas grave si après, si à côté j'ai quand même des joueurs qui sont embarqués dans le jeu d'horreur. Et puis Milvaux c'est un jeu d'horreur, mais c'est aussi un jeu d'ambiance. Il est basé aussi sur l'interaction entre les personnages et tout, donc il n'y a pas que l'horreur, quoi. Thomas. Je voulais revenir sur le fait que tu as trouvé que le personnage de Rome est devenu très vite un peu taré. Moi j'ai trouvé que dans le système, donc je sais pas si c'est le but ou c'est moi qui ai mal compris, j'ai l'impression que le système de points d'esprit, donc il doit chuter pour pouvoir dévoiler ses cartes, tu cherches beaucoup à le faire descendre, quoi.
Alors moi j'ai des remarques à faire là-dessus. Et je sais pas, là on quitte un petit peu le tour de table que je voulais faire, mais si on en parle, moi je veux bien en parler. À ce moment-là, on le voit un peu plus tard. On peut en parler tout de suite. Non, tant qu'on en parle. Bon, moi ce que j'ai trouvé, c'est que les étapes de perte de santé mentale sont beaucoup trop brutales. C'est-à-dire que d'un coup on est au niveau 1, et puis d'un coup on est au niveau 2, et puis ensuite on est au niveau 3. Et alors que le système met des petits points qui diminuent. Tu vois ce que je veux dire, c'est si ça va de 5 en 5, ça va de 5 en 5. Mais tu vois, il y a des petits points qui diminuent, mais après l'interprétation, c'est tout de suite on passe un palier. Tu vois ce que je veux dire? C'est très et du coup ça incite, je pense, les joueurs à faire un roleplay excessif pour montrer, regardez, montrer aux autres de manière un peu bébé, regardez, j'ai passé un palier. Et moi, c'est dans ce piège-là que je suis tombé. Alors, en fait, si tu veux, au début. Thomas. Au début, il n'y avait pas 3 phases de personnalité. Dans le système de sombre, il y en avait 4. D'accord. Et en fait, je pense qu'on a tous un peu constaté en tant que playtester, c'est que finalement 4 ça faisait trop de nuances et finalement les joueurs ils étaient perdus entre les différentes évolutions. Et c'est pour ça qu'on est passé à 3 phases où effectivement tu as une transition un peu plus brutale. Mais pourquoi ne pas laisser tout simplement le joueur interpréter sa descente aux enfers tout seul? Pourquoi forcément avoir des étapes qui l'obligent à jouer ou en tout cas lui rajouter des propriétés, genre des tics, enfin non, ça c'est des propriétés physiques, c'est un peu nul, mais je sais pas. Déjà parce que si tu veux, là on est dans du scénario orienté personnage, avec comme tu l'as vu quand même des personnages très écrits, avec tout et finalement ce mécanisme des personnalités, il va rentrer dans cette logique-là. Les mécanismes des personnalités, il permet aussi d'alimenter le conflit qu'il y a entre les personnages tout au long du scénario. D'accord, ok. Qu'est-ce qui me récompense après, si t'as un système avec création de personnages par les joueurs, comme c'est tout à fait possible que ce soit sombre à nouveau. Voilà, du coup, c'est le joueur qui choisit sa personnalité. D'accord. Et là, tu choisis ta descente aux enfers. Exactement. Bon, et il y a même une routine qui est permise, c'est même de panacher plusieurs types de personnalités. D'accord. En fonction des phases. Ouais, non, c'est à mon avis. Mais en fait, moi, le vrai problème, c'est que je trouve que du coup, ça t'oblige à être dans la caricature. Premier point. Et deuxième point, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'encouragement à jouer ça. Qu'est-ce qui nous encourage à jouer cette descente aux enfers? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'apporte en termes techniques? Tu veux des pecs? Bah oui, des pecs, ouais, carrément, ou quelque chose, bonus, quelque chose. Ouais, moi je veux juste rebondir sur cette. Parce que Thomas avait demandé la parole aussi, donc après je passe à Thomas. Pardon, vas-y Thomas, vas-y. Vas-y Tom. Non, en fait c'était juste pour rebondir sur le fait que je pense que c'est bien que ce soit imposé, parce que quand tu donnes des conflits par rapport à des psychologies prédéfinies, t'es obligé de laisser ça, de façon à ce que le scénario puisse bien marcher. C'est-à-dire, je comprends tu disais tout à l'heure par rapport au palier. Ouais. Pourquoi c'est forcément des paliers prédéfinis? Oui, mais limite ça me dérange pas, si tu veux. Ce qui me dérange, c'est que c'est trop brutal. C'est-à-dire que d'un coup, on passe du gars froid et rationnel au chamaniste qui croit au surnaturel, si tu veux. Mais c'est pareil, je pense que cette descente, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, si c'était prévu par le système, c'est que au départ, est-ce que c'est on va dire de la récompense entre guillemets, ou non, faut considérer que les points de les pertes de points d'esprit, c'est vraiment une sanction. Thomas, enfin Pika. Est-ce que c'est une sanction ou est-ce que en fait, ça sanctionne, ça sanctionne un état de fait. C'est-à-dire que tu perds des points d'esprit, ton personnage est sujet à des événements traumatisants, et du coup, si tu changes de carte de personnalité, ça va t'obliger à interpréter ton personnage un peu différemment. Ouais. Donc, effectivement, tu perds quelque part, tu vas en fait, de toute façon, grosso modo, l'horreur, elle va agir de 2 façons. Les chances de voir ton personnage mourir vont augmenter, quoi. D'accord, ouais, donc ça c'est la première façon de jouer sur l'horreur. Ouais. Et la deuxième façon, c'est ton personnage risque de perdre tous ses points d'esprit. Première conséquence, si il rentre dans des phases de personnalité trop extrêmes, il va en fait, il va se mettre dans des situations dangereuses pour lui et pour les autres. Ouais. Donc risquer de mourir. Tout à fait. Ou alors, il va continuer à descendre en esprit et il va devenir fou et donc injouable. Mais justement, en fait, ce qui participe aussi au mécanisme de l'horreur. Ouais. Mais alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que
vous avez joué vos cartes de personnalité de façon roleplay, vous avez lu le descriptif et puis vous y êtes allé, on peut le dire, à fond, quoi. Ouais, enfin, à un moment donné, quand même, tu m'as calmé en disant attention, faut pas que ça devienne trop cartoon et tout, parce que j'exagérais. Ce que t'as bien fait, d'ailleurs. Surtout, t'as bien fait de le faire. Ce qui se passe, c'est quand si un joueur joue de façon trop extrême, le risque, c'est qu'on tombe dans le registre de l'humour. Exactement. Donc, et t'as bien fait de m'arrêter. Très dangereux, parce que clairement, si c'est le pire ennemi du jeu d'horreur. Et le deuxième aussi, c'est que il tire un peu trop la couverture à lui en ayant des réactions super voyantes et tout, et que les joueurs ils passent le reste du temps à courir après ce personnage. Ouais, c'est quand même arrivé finalement, parce que c'est vrai que ton changement de carte, il y a produit du jeu. Tout à fait. Parce qu'il y a une bonne demi-heure de jeu qui a tourné autour du fait que ton personnage devenait incontrôlable et que les autres devaient le gérer, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et faut savoir aussi, et ça c'est important. Vous n'avez pas joué comme ça, mais tu peux jouer, c'est possible, même encouragé dans certains cas, de jouer vraiment contre le MJ. Tu vas jouer contre le MJ, contre le système. C'est-à-dire que tu vas essayer d'éviter d'interpréter ce qu'il y a sur les cartes de personnalité, mais à tout moment, le MJ peut dire top, mon petit, t'es pas censé fuir parce que ton personnage, il était téméraire, maintenant il est devenu suicidaire, et donc il doit rester face au danger. Donc j'interdis à ton personnage de fuir. C'est un exemple. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, Rome, en disant mais c'est quoi la récompense quand tu changes de personnalité ? Je pense que quand tu décides de jouer à sombre, la récompense c'est justement ça, c'est de pouvoir voir ton perso qui descend, quoi. D'accord. Et moi, je sais que par exemple, quand je joue à Cthulhu, l'un des trucs que je préfère, c'est quand j'ai les malus et je vais pouvoir jouer mon perso différemment et le faire devenir taré. Je pense que c'est pas tout à fait. Enfin, moi je te dis, c'est un des trucs que j'aime bien. Mais moi, je pense que là, l'un des trucs, c'était bien de pouvoir jouer le perso différemment. Maintenant, c'est vrai que du coup, il y a des moments où moi, j'ai arrêté de jouer mon perso qui parlait trop vite, etc. parce que c'était un roleplay qui était trop prégnant pour la table. Et que j'ai juste décidé de plus le faire, et mon perso a pas tant changé de personnalité que ça, elle a juste par contre fait des décisions différentes. Mais soyons clairs, j'ai plus ou moins arrêté de le jouer quand même, ma personnalité, au bout d'un certain moment, et il y a rien qui m'oblige véritablement à tenir ce roleplay. Du coup, comme je le disais, effectivement, le maître de jeu à un moment donné peut dire oh là. En fait, on peut faire d'excellents. Bon, vous l'avez pas fait. C'est clair que entre guillemets, vous êtes des joueurs arrangeants dans le sens où vous jouez avec le système, quoi. Vous vous laissez guider par le système. Mais il y a une autre façon d'aborder le jeu d'horreur, c'est jouer contre le système. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que le MJ va gérer l'adversité, et toi, tu vas chercher à tout prix à jouer contre le système. Et donc, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu essayes d'éviter d'interpréter ta personnalité à fond, mais à tout moment, le MJ peut brandir en fait ta personnalité pour t'interdire de faire telle ou telle chose. D'accord, Thomas. C'est à ça que je voulais venir en fait. Je pense que dans Sombre, en fait, faut pas le jouer comme nous on joue à Cthulhu, ou nous dans Cthulhu, on cherche à perdre des points de scène, on veut que nos personnages soient fous. Je pense que dans Sombre et dans Milvaux, c'est pas l'objectif qui est donné. Faut plutôt essayer de prendre le moins de points possible. Je pense que les deux modes de jeu sont possibles en fait, c'est à chacun de choisir un peu son camp, quoi. Flavie. Moi le seul truc par contre du coup c'est que comme je te dis j'ai arrêté de le jouer, etc. Rome l'a surjoué. Moi ça m'amène au truc vraiment qui m'embête par contre dans le système, c'est que du coup c'est toujours au MJ de donner les garde-fous. En fait on a l'impression qu'à la fin c'est plus le MJ qui va gérer le scénar, qui va dire toi faut que tu fasses ça, non finalement tu fais pas ça. J'avais l'impression à la fin que c'était genre MJ super power, alors que à la base t'es censé pouvoir gérer ton personnage, etc. Et au final, soyons clairs, à la fin Rome il le jouait même plus son perso. J'ai pas joué mon personnage une seule fois à la fin. À partir du moment où j'ai fait le cauchemar, Pika, à partir du moment où j'ai fait le cauchemar, je n'ai plus eu aucune autorité sur mon personnage. Je n'avais juste que du roleplay à faire, mais je n'ai pas pu jouer en fait à aucun moment. Et la seule décision finalement que je vais prendre, c'est d'aller ensuite péter un câble et de les rattraper. Et c'est un très mauvais roleplay, c'est un très mauvais jeu. Et parce que j'ai pas pu faire autre chose. C'était la seule manière que j'avais de finir le jeu en ayant le contrôle sur le personnage, et j'ai trouvé ça super frustrant. Moi, ce que je ressens, alors désolé, j'ai zappé le jour de Ced et Tom, du coup c'est moi qui commence à décrire ce que j'ai ressenti. Au sortir du scénario, c'est de la frustration. J'ai trouvé que le scénario posait plein de problématiques et que moi j'avais pas pu les explorer. D'abord parce que j'ai un perso qui est un peu à part, déjà. Il est un peu à côté.
il est pas trop attaché au village, il a pas trop de raison d'aider les autres. En fait, il est un petit peu à côté. Donc bon, bah là, du coup, c'est un petit peu bon. T'as pas de bol, j'avais pas un bon personnage. Et surtout, c'est à partir du cauchemar, j'avais plus du tout le contrôle sur la fiction, quoi. J'avais plus aucun contrôle. J'étais enfermé dans une carriole et je pouvais pas lancer de dés pour même pour me tuer, quoi. Je pouvais même pas me suicider, même quoi. au final, tu précisais bien quand on va voir le truc que le mec il s'est coupé les veines et tout, et ensuite 10 minutes après, allez, en fait non, c'est toi qui l'as tué, quoi. En fait, est-ce que c'est moi qui l'ai tué, ce personnage, finalement, Picard, au final? Donc, il faut expliquer pour les auditeurs. Ouais. J'ai fait un cauchemar. En gros, j'ai pris le désavantage. J'ai joué mon désavantage cauchemar à ce moment-là. Et lorsque je me suis réveillé, j'avais les mains couvertes de sang avec un cadavre, en gros, à côté de moi. Enfin non, c'est pas vraiment ça. Je me suis réveillé, j'ai pris mon tour de garde. Et là, quand j'ai été voir réveiller le gars qui devait me relever, ce type était mort, mes mains étaient tachées de sang, etc. Et donc j'ai supposé que j'avais dû le tuer pendant mon sommeil, quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, je vais récapituler. Déjà, d'un point de vue système, en fait, ton personnage, il avait le désavantage cauchemar. Tout à fait. Normalement, le désavantage précise que à chaque fois que le personnage fait des rêves, en fait, c'est des rêves effroyables, quoi. D'accord. Ouais. Alors là, j'avais apporté une petite routine personnelle, c'est-à-dire que j'avais donné à Romaric un jeton cauchemar et c'était à lui de décider quand est-ce qu'il faisait le cauchemar. Ouais. Bon, c'était vraiment du test. Hein. C'est pas prévu dans le bouquin. Je voulais tester un petit peu plus de pouvoir narratif à ce niveau. Bah ça, c'est génial. Franchement. Donc, effectivement, et à un moment, Romaric m'a dit, bon, bah, cette nuit, je vais faire un cauchemar. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai voulu expérimenter dans le sens où j'ai voulu faire un truc un peu plus élaboré, plutôt que lui dire rapidement, t'as telle vision. Ouais. J'ai voulu partir sur une petite confusion entre la réalité et la fiction. Et ça a très bien marché. C'est c'est le jeu d'horreur. Hein, souvent, c'est fait d'expérimentation. C'est jamais trop ce qui a marqué. Mais là, ça a très bien marché, Picard. Hein. Mais du coup, grosso modo, effectivement, il se réveille. Le personnage de Romaric, il est encore en train de dormir. Mais tu m'as fait sortir de la pièce. Ouais. Comme si tu briefais les autres joueurs. Exactement, j'ai briefé les autres joueurs pour faire. Il me semble que j'ai dit aux autres joueurs. En fait, ce que tu nous as dit, c'est que tu nous as dit, voilà, j'ai sorti Romaric pour faire semblant de vous briefer. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'était très bonne technique. Ouais, c'est-à-dire j'y ai cru. Hein. Moi, j'y ai cru. Hein. Voilà. C'est-à-dire que je voulais que Romaric pense que son personnage continuait à rêver. Ça alors que c'était pas le cas. Le personnage était réveillé, mais avait des hallucinations, quoi. Sauf que ses réactions et ses faits et gestes, eux, ils étaient bien visibles et perceptibles par les autres personnages. Donc du coup, grosso modo, j'ai un peu joué au chat à la souris avec Romaric et les autres pendant une demi-heure avec ça. Mais ce qui s'est passé, donc notamment en fait, parce que ce qui se passe, c'est que tout le monde se réveille avec justement la vision du cadavre de Grigory, donc qui a un PNJ qui s'est donné la mort à cause de tout ce que les personnages ont été obligés de faire au cours du scénar. Donc lui, il supporte plus, il se donne la mort. Tu m'étonnes. Et en fait, j'essaie de faire croire à Romaric que c'est Home, son personnage, qui a tué Grigory et qui s'en rappelle pas. Ouais, et ça avait parfaitement fonctionné. Et à partir de là, sauf que le problème, ce qui se passe, c'est qu'au bout de cette demi-heure de délire un petit peu contrôlé, les autres personnages sont obligés, effectivement, de prendre la décision de ligoter Home, le personnage de Romaric, et là, du coup, le personnage de Romaric est exclu du jeu. Donc c'est vrai que ça a provoqué une exclusion du jeu, et l'exclusion du jeu, c'est le mal. Non, pas nécessairement. Alors attention quand même, parce que Cédric, lui, il s'est fait un trip, le personnage de Rome, mais attention parce que nous, on avait des indices physiques, comme quoi c'était bien lui qui avait tué, c'est-à-dire qu'il avait la braguette ouverte parce que monsieur avait pissé dans en le réalité, ce que j'aurais dû mieux vous rebriefer à la fin, c'est-à-dire à la fin, j'aurais dû dire, ok, en fait. Vous avez rien vu de spécial, c'est juste à part le personnage de Romaric qui délirait tout seul. Quoi. Ah là, ça change tout. Ouais. Le défaut, c'est que je vous ai pas bien rebriefé à la fin. Non, et puis moi, ça a pas duré que cette scène. À la fin, quand Romaric nous a poursuivis, il est en train de se battre contre Oleg, et là techniquement tu disais tu tires plusieurs fois et tout, tu vides ton chargeur, en fait il a pu jouer sa folie à la fin, c'est toi qui l'as joué au final. Alors là c'est encore un petit souci avec le système, si tu veux. Parce que le personnage de Romaric, il avait un fusil, mais il
il avait pas l'avantage tir. C'est-à-dire qu'il fallait considérer que son personnage, il avait un fusil, mais c'était juste pour faire peur. Et bon, ça c'est bizarre parce que Pika, excuse-moi, mais j'avais pas non plus l'avantage nager ou décontaminer ou parler ou respirer. Pourtant, je pouvais le faire. Ouais, mais en fait, ça c'est un peu bizarre, grosso modo, il y a. Ouais, tout à fait. Oui, mais entièrement d'accord. Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On en reparlera. Mais bon, il n'y a pas de compétences dans Sombre, en effet. Ouais. Souvent, c'est géré de façon narrative. On estime que le personnage sait faire ou sait pas faire telle chose en fonction de son background. À une exception notable, et le souci c'est que je vous ai pas briefé au début là-dessus, c'est le tir avec des armes à feu. C'est-à-dire que si on n'a pas l'avantage tir, on sait pas tirer. Enfin, on sait tirer, mais pas de façon efficace. C'est-à-dire qu'en situation de stress extrême, grosso modo, quand on jette les dés, ça marche pas. D'accord. Voilà. Bon, bah, effectivement, on a commencé tard, on est tous un peu fatigués. Même là, ça me fait penser que de toute façon, mais je verrai ça avec Johan, on doit améliorer notre briefing de départ, et je pense même qu'il faut qu'on l'écrive en fait. Qu'on je pense que ce serait une très bonne idée. Parce qu'en fait, t'as un système sombre qui est très court, et bon, c'est en réflexion. Moi, je pense en parler à Johan, de toute façon. Et moi, ça fait des années que il est très simple, et pour moi, en fait, à ce stade d'avancement du système, on peut en faire un résumé en une page, à l'intention en fait des playtesters, pour qu'il y ait en fait un débriefing en début de partie qui soit sans faute. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement il a beau être simple, mais comme tout système, des fois un petit oubli au début entraîne des grosses incompréhensions à la fin. Surtout sur des partis pris quand même qui sont très forts. Notamment le parti pris de dire que si on n'a pas l'avantage tir, on sait pas tirer, alors qu'on peut avoir une arme à feu. Ça, c'est assez original, faut quand même le dire. C'est clair. Au niveau système. Et bon, j'y pense pas systématiquement quand je brief, quoi. Ced. Oui, alors, moi je voulais dire, donc par rapport à ce que disait Rome tout à l'heure, et tu disais donc Pika disait c'était un oubli le tir, par rapport au tir. Non, ce qui a été au niveau du système de jeu, c'est pas seulement ça, c'est le combat. Et je pense qu'au niveau du système de jeu ne gère absolument pas le combat, parce que pour une bonne raison, c'est qu'on doit pas. Non, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Mais surtout, il ne gère pas les actions. Je trouve que le système de jeu présente un énorme. Je comprends pas ce que tu veux dire, Seb. C'est très simple. Moi, mon système de jeu. On a les mêmes caracs au niveau du corps. On a 12 encore. Je suis bien d'accord. Mais moi, j'ai une expérience, par exemple, de soldat. Donc voilà, je me suis battu et tout. Et t'as bien précisé qu'on a cette mémoire, on a conservé quand même cette mémoire. Donc, je suis un soldat, je sais me battre. Il n'y a aucun souci. Pourtant, je n'ai aucune supériorité sur le mec qui est clairement. Mais tu jettes 2d6 au lieu d'un seul. Non, c'est parce qu'il est ambidextre. Non, mais parce que je suis ambidextre. C'est un avantage. Je vois très bien, parce que ça, c'est une remarque que j'entends souvent. Et en fait, on en vient à la question du genre. C'est grosso modo pourquoi il est fait, ce système. Il est fait pour émuler un genre très particulier qui est le film d'horreur. Et en fait, dans les films d'horreur, que ce soit le quarterback qui fait de la lutte et tout, ou la pom-pom girl, tout le monde est à égalité face au danger. Tout le monde est à égalité face au danger extrême. Et donc grosso modo, dans le système de sombre, cette égalité, elle est adjugée à 60% de chance de réussir son coup, quoi. Grosso modo. Mais je suis d'accord que c'est un parti pris. C'est un parti pris extrême. Il y a des petites options du système qui permettent de donner, faire quand même des différences. Effectivement, ton personnage, il avait cet avantage-là, ambidextre, qui te rendait quand même un peu supérieur en combat. Et puis, à l'inverse, les personnages de Thomas, la Magdalene, qui était invalide, c'est-à-dire qu'elle avait 3 points de corps en moins. Donc, d'ailleurs, je pense que ça s'est vu carrément au niveau du jeu, parce que t'as jamais essayé d'attaquer ça, je considérais que j'étais une petite vieille. Donc, Thomas, tu voulais je vais juste repasser peut-être la parole à Cédric, je crois qu'il voulait répondre à... Cédric. Oui, ce qui me pose problème, c'est pas parce que je suis pas un joueur de D&D, c'est-à-dire que le combat n'est pas. On s'en fout de la simulation exacte. Voilà. Mais ce que je trouve problématique au possible, c'est qu'on ne peut pas utiliser par exemple l'environnement. J'ai un avantage, je suis par exemple, il y avait un truc, on était sous la carriole, on était planqué. J'ai un avantage manifeste, le mec il a même pas, il a pas de droit de réponse. Il a même pas le droit. Je lui fauche les jambes, c'est fini. C'est fini. Je comprends même pas. C'est encore une fois, je vais te répondre par le genre. C'est-à-dire que en fait, on est dans le genre film d'horreur, on n'est pas dans le genre film d'action.
C'est-à-dire que donc du coup, attention, on oublie l'idée effectivement d'être réaliste. Je vais juste te rappeler la scène de fin de Scream où le méchant il s'en est pris plein la gueule et quand il se relève, tant qu'il est pas mort, il a la niaque, il te fonce dessus et il va te défoncer quoi. C'est-à-dire, Fly, qu'est-ce que tu veux dire je veux dire que le méchant qui a pas droit de réponse, c'est exactement ça. Le mec, tu lui as fauché les jambes sous la carriole, c'est pas grave, il est pas encore mort, il peut se relever, il peut te défoncer. C'est pas un méchant humain ordinaire, c'est un méchant de film d'horreur. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est alors du coup je comprends la dynamique et encore une fois moi je trouve que ce jeu de rôle que je trouve très très bon, j'ai pas encore dit mon ressenti mais moi j'ai adoré, ne se prête pas au combat. De toute façon moi je trouve que c'est pas le but du jeu. Mais il me semble que je dis en termes de briefing, de toute façon quand le combat commence, c'est que c'est la merde. Je suis pas d'accord avec ça. C'est que les choses tournent mal. Mais c'est en fait pour être fidèle au genre du film d'horreur, clairement le système il va effectivement évacuer tout un tas d'options qui toi en tant que joueur, et c'est normal, vont pourtant te paraître logiques. Donc c'est vrai que c'est un système qui peut créer de la frustration, je suis d'accord. Même en tant que MJ, ça m'arrive de la ressentir. Des fois, je me dis, c'est malin ce qu'il fait. Faut qu'il fauche les jambes du méchant. Faut qu'il réussisse, quoi. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, le système, il est fait pour t'acculer, en fait. Il est fait pour empêcher des statu quo du genre, j'assomme le gars, je l'immobilise. En fait, ce qui se passe, c'est que toute situation va débouler, et en fait, c'est fait pour que les situations elles dégénèrent vers des combats à mort. En tant que joueur, on est forcément. C'est-à-dire que les options, les options non mortelles sont tout de suite évacuées par le système. Il nous a même précisé, Pika, que les PNJ avaient forcément plus que toi et ne diminuaient pas de caractère. On est forcément baisé. Je te dis, c'est un système fait pour t'acculer. C'est un système fait pour t'enculer. C'est un système cruel. C'est un système cruel et létal. C'est pour ça, et toi, tu trouves qu'il se prête au combat? Ça, c'est très surprenant. Mais non, justement. Je te dis, il se prête pas au combat. Tu trouves qu'il se prête pas au combat? Évidemment que non, le but du jeu, c'est parce que c'est un combat qui va être cruel et qui va t'acculer, de toute façon, vers des situations mortelles où il va falloir qu'un des deux adversaires, il finisse sur le carreau. Ça peut pas finir autrement. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu intelligent parce que justement derrière, il y a cette réflexion, justement, en ce sens, oui, sens du devoir et autres. Mais le système de résolution ne parle que de ça. Il ne parle que de combat. Le système de résolution? Ah oui. Oui, d'accord. Le système qui fait intervenir les dés, il ne gère que le combat. À aucun moment on te fait faire de jet pour réparer la charrue. À aucun moment on te fait faire de jet pour t'orienter dans la forêt. Bien sûr. Mais du coup, il y a un autre problème, du coup, que le système ne résout pas. C'est l'expérience du personnage. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si tu veux faire ce genre de choses, à savoir, moi je suis d'accord, le quarterback qui sait pas se battre, ok. Mais là, j'ai fait un personnage, Oleg, qui était assez facile à jouer et intéressant. Mais c'est un ancien soldat, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un mec qui fait 1m90. Lui, il sait se battre. Il sait se battre très clairement. Et du coup, au niveau de l'avantage, encore une fois, on ne le ressent pas, ce qui fait que l'expérience du personnage, on ne la ressent pas. Dans ce cas-là, il faut faire un personnage qui n'est pas un guerrier ou qui n'a pas ce genre de spécificité. Au contraire, le but, c'est que même si tu as de l'expérience, tu finisses par être, que tu sois Oleg, quarterback, que tu finisses par être cette petite pom-pom girl qui essaie de se cacher dans les fourrés pour échapper aux méchants qui essaient de te buter. Thomas. Alors, je voulais m'exprimer justement sur le combat. Ouais. Moi, je trouve en fait que le système de combat est très bien fait parce qu'on ressent le côté hargneux, le côté létal. Donc, t'es là pour faire des dégâts. Je vois pas pourquoi on doit l'alourdir sur, par exemple, sur le fait que tu sois caché, que tu sois plutôt en hauteur. Je pense que c'est pas important. T'es là pour tu fais des dégâts. Et le côté, tu me dis, tu vois, je joue quelqu'un avec de l'expérience, ça se ressent pas. Je sais merde. Fais levier quand tu fais du combat, tu dis, t'as l'expérience. Oui, je me souviens d'un combat à tel endroit, je vais plutôt faire une telle tactique. Non mais voilà. Attendez. Mais ce sera pas pris en compte dans tous les cas. De toute façon, je l'ai pris en compte dans le combat parce que ça n'a pas l'importance. J'admets et j'assume que le système te permet pas de te battre de façon stratégique, parce que si ton perso il se bat de façon tactique ou qu'il utilise effectivement des vieilles techniques de Sioux, en fait on n'est pas dans le genre du film d'horreur et t'es censé jouer une victime et là tu joues plus une victime. Effectivement ton personnage d'Oleg c'était un soldat, mais on considère que c'est un soldat déjà quand même
retraité, donc il est dangereux, mais c'est pas non plus, c'est pas Rambo, donc il aura pas des super techniques. Et je pense qu'on perd notre temps. C'est un mec qui s'est retiré du circuit. On perd notre temps à essayer de justifier ça. Le parti pris de Johan, c'est de dire le combat, devant le stress, on est tous égaux. À partir de là, il n'y a pas à discuter pendant 3 heures, savoir si Oleg il a raison ou il a tort. Mais non, le vrai problème, Cédric, du système de Johan au niveau de Sombre, c'est qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système. À partir du moment où on n'est pas en combat, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des techniques de maître de jeu et un historique et une feuille de personnage. Et c'est ça le vrai problème de Sombre, à mon avis. C'est que c'est bien beau d'avoir un système de résolution de combat qui fasse mal. Mais si à côté, il y a rien d'autre, on se demande en fait ce qu'il faut faire. Je vais pouvoir modérer ça. Le roleplay. Attends. Pika, modère, parce que moi je suis parce que je pense extrémiste. Tu dis ça en gardant à l'esprit les démos de Sombre qui sont sorties en téléchargement libre. Non, pas du tout. Là, je parle de mon ressenti sur cette partie. J'ai trouvé que il n'y avait pas vraiment de système autour de la table pour savoir qui parlait, comment est-ce qu'on jouait, comment est-ce qu'on devait jouer tel ou tel handicap, tel ou tel avantage. On n'était pas récompensé. Il y avait un vide en fait. On jouait comme on a l'habitude de jouer, mais on savait pas trop pourquoi on jouait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je relativise en disant, on voit bien ce que veut faire Johan. Tu vois ce que je veux dire? Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Il y a un vide. Moi, j'ai l'impression d'avoir joué un jeu sans règles. Le combat est mortel. Je vais modérer de 2 façons. La première, c'est en disant qu'en fait, effectivement, pour le moment, ce que tu peux trouver de Sombre à ta disposition, c'est effectivement le système de résolution qui, effectivement, se centre sur le combat. Sachant que les projets suivants d'édition de Johan, c'est aussi des conseils pour le maître de jeu. Et je pense des conseils qui seront abondants. Clairement. Mais effectivement, pour le moment, ils sont ni à ta disposition, toi joueur, ni à ma disposition, moi playtester. Je les ai pas lus, ces conseils. Flavie. Moi, juste pour rebondir, on faisait une partie où les dilemmes moraux étaient importants. On les a beaucoup joués à la table. Mais au final, on n'arrivait jamais à se décider sur qui avait raison, qui avait tort. Et du coup, on passait des plombes. Parce que personne voulait lâcher le morceau et du coup on pouvait rester des heures devant un carrefour. On a fait des conflits moraux pendant tout le scénar, c'est-à-dire que le scénar me semble pousser le joueur à s'interroger, à se poser plein de questions, mais dans le système de résolution il n'y a rien pour résoudre ces conflits. J'aurais bien aimé savoir, qu'en fait on passe à côté du jeu, J'aurais bien aimé que Magdalena par exemple, elle ait un truc qui lui permette à un moment de prendre ne serait-ce qu'un, tu vois, tu as utilisé un truc vachement intéressant qui est le post-it. Magdalena, elle est attachée aux traditions, pourquoi ne pas utiliser le système de post-it et de l'intégrer au jeu pour dire à ce moment-là, paf, je gagne le dilemme moral. C'est pas normal que Magdalena ne puisse pas arrêter les balles en argumentant pour le village. Il faut qu'il y ait, tu vois ce que je veux dire? Non, pas arrêter les balles, tu vois. J'exagère bien sûr, mais qu'il y ait au moins un conflit mental, un conflit moral, un conflit quelque chose, quoi. Qu'il y ait quelque chose à jouer de ce côté-là. C'est pourquoi, moi j'ai envie de poser la question à Johan. Pourquoi il dit pas tout simplement, si vous combattez, vous êtes mort? Puisque de toute façon, c'est ce que porte le système. Non, parce que tu vas me dire, il y a une infime chance pour qu'on réussisse. Bon. J'ai l'impression qu'on meurt tout le temps. Alors, je pense c'est on va plutôt s'attarder à ta question principale. Bon, grosso modo, par rapport à un système où les combats se finissent de façon sûrement mortelle, non, ça n'a pas intérêt, parce que tu as quand même probabilité de t'en sortir, et s'il n'y a aucune probabilité de s'en sortir, effectivement, ça aurait pas d'intérêt de jouer. Et puis là, on passe à un autre style de jeu, du coup. Ce que je vais dire par rapport à vos remarques sur éventuellement l'absence de système au niveau notamment de résolution des conflits moraux, donc c'est un scénario que c'est moi qui l'ai écrit et effectivement il n'y a rien de prévu là-dessus, c'est-à-dire que pour le moment là grosso modo quand je dis que j'ai écrit le scénario c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que j'ai écrit les personnages et si tu veux ce système de résolution de conflit adapté à la situation du one shot qui est super particulière quoi. Il est encore à écrire en effet. Donc c'est-à-dire que pour le moment je fonctionne uniquement avec mon pouvoir d'animateur en tant que MJ, c'est-à-dire qu'effectivement sans m'appuyer sur aucun système, j'anime la partie quand je sens que c'est un débat tourne à vide, j'essaye d'abréger et de passer à autre chose. J'ai vu que je faisais des ellipses et choses comme ça, mais effectivement je reconnais bien que un système de résolution
pour gérer ça, dis il reste à écrire. Et sans doute que quand quand je rédigerai le scénario pour qu'il soit publié et tout, sans doute qu'il faudra que je m'attaque à trouver des solutions effectivement en termes de système adaptés à ce scénario-là. Tu dis sans aucun système, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que tu as un système, mais il n'est pas dans la base de sombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. T'as un système, toi, pour résoudre ce genre de conflit. À plusieurs reprises, tu nous as dit, bon, allez, je fais une ellipse après avoir discuté. Ouais, mais c'est moins du système que c'est du boulot d'animateur de MJ. D'accord. Okay. Ça s'applique vraiment sur aucune mécanique. Enfin, y a pas de. Mais le boulot d'animateur du MJ, c'est une forme de système aussi, de dire ce que le MJ doit faire à tel ou tel moment. Mais le gros souci, c'est que par exemple, tu vois, Flavier, pour poser des choses beaucoup plus concrètes. Elle est super dans ton idée. Dire que Magdalene elle a une sorte de super pouvoir à un moment. Thomas, ça fait trop longtemps elle peut avoir remporté la décision contre tout le monde. Bon, ça c'est des trucs super. J'y ai pas forcément pensé. Thomas, t'as demandé. Moi je vais donner mes ressentis sur le jeu parce que moi je vais pas partir dans l'idée qu'on a joué à sombre. Je pense qu'on a vraiment joué à Milvaux. Oui. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait du Milvaux. Donc c'est au niveau de. Alors, je vais prendre mes petites notes si je les trouve. Il a perdu ses notes. J'ai perdu mes notes. Non, elles sont là. Voilà. En fait, je voudrais savoir en fait, quelle est ta démarche créative au départ sur le jeu? Qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que j'ai cru comprendre en début de séance, c'était de faire en sorte que les joueurs aient une partie de création très forte. De création de quoi? Création, en fait, de création dans le scénario. Ce que j'ai cru comprendre au début. De l'histoire. En fait, de l'histoire. La simulation. Comprendre qu'en fait l'histoire, toi t'avais une idée directrice, mais que c'était les joueurs qui allaient plutôt faire l'histoire et l'orienter. Ouais. Tu nous as demandé d'être quand même très participatif. Tu nous as dit ce que j'ai souvenir au début. Ton scénario était pas un scénario, mais un bac à sable, un décor. En fait, donc je vais essayer de me réexpliquer là-dessus. Alors attention, je suis pas de Silent Brief. Non. Je vais peut-être pas. Bon, au niveau des termes techniques, tu m'excuses par avance si je dis des non-sens. Mais bon, grosso modo, mon opinion en tant qu'MJ et aussi en tant que créateur de jeu, parce que les scénarios que je vais proposer, ils seront écrits comme ça. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du jeu de rôle un petit peu en tant que réalité virtuelle. C'est-à-dire, le scénario et le MJ sont là pour simuler un environnement. D'accord, simuler un environnement. Donc décor, PNJ et puis on va dire intrigue en mouvement. Quoi. D'accord. Et donc dans un environnement dans lequel vont évoluer les personnages. Si le maître de jeu ou le scénario, enfin la trame, le bac à sable, souhaite créer une histoire. Pour moi, on n'est pas dans du jeu de rôle. En tout cas, pas dans du jeu de rôle tel que je l'apprécie. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu dis, si tu veux, si c'est le MJ qui crée l'histoire, on n'est plus dans ton histoire de bac à sable avec les joueurs qui créent une histoire dedans. Et donc, par conséquent, moi, effectivement, j'apprécie les structures en bac à sable. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Toutes mes excuses si par hasard je me gourre. Non, c'est bon. Vas-y. Grosso modo, un bac à sable, c'est je vais poser une situation de départ. Oui. Je vais poser un environnement. Un contexte. Je vais poser des personnages non joueurs avec des motivations. Oui. C'est bon. Je mets les personnages au milieu. Les rats de laboratoire dans la petite truc. Et je regarde ce qui se passe. Et tu vois ce qui se passe. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Et mais alors, ce qui se passe du coup, c'est que je donne une grande liberté aux joueurs. Et comme je l'ai dit, je donne aussi la liberté aux joueurs de foirer la partie. Quoi. Ouais, c'est clair. Quoi. Alors attention, tu donnes une liberté d'exploration ou aussi de création au sein de l'histoire. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question. Non, c'est au niveau de l'objectif, c'est ça que j'essaie de... Alors, si je comprends bien l'état technique, je pense surtout que je te donne une grande liberté d'exploration. Oui. Puisque justement, je parle souvent de réalité virtuelle. Non, parce que, en fait, il y a, j'ai trouvé que le système de post-it, donc pour ce qui était les flashbacks, je trouve ça super intéressant parce que ça permettait, en fait, aux joueurs il a un moment de création, il peut se créer un souvenir, un flashback par rapport à quand même une ligne directrice, donc de la fiche de personnage. Et c'est vraiment le joueur qui le crée. Et toi, après, t'as pu le réutiliser au cours du scénario. Et à un moment, je me suis demandé, par exemple, pour le cauchemar. Le cauchemar, c'est toi qui l'as incité. Ouais. En fait, c'est toi qui as décrit comment était le cauchemar. C'était un handicap. Non, voilà, mais c'est ça que je veux savoir. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que ce soit le joueur
qu'il fasse le cauchemar, pour que lui aussi il ait quand même un système un peu de création de l'histoire. Non, parce que du coup la technique. Et je sais pas justement si c'est l'objectif du jeu. Alors pour l'information, c'était vraiment un test. C'est-à-dire que je savais, moi en tant que MJ, que ce soit à Milvo ou ailleurs, d'autres jeux, je commence à m'essayer à donner un peu plus de pouvoir narratif aux joueurs, à les laisser contrôler un peu plus que leur personnage. Et notamment, là j'avais eu cette idée. Alors attention, c'est pas une idée originale, hein, l'idée du flashback. Notamment, tu la retrouves dans le système d'Hollywood. Tout à fait. Oui, mais c'est pas grave. Ça, mais bon, là c'était vraiment lié à l'univers de jeu, parce que bon, les personnages donc ont des problèmes de mémoire. Ouais. Et donc là, effectivement, je vous avais tous donné un post-it sur lequel c'était écrit flashback. Et à tout moment, vous pouvez me le redonner en me disant, voilà, j'ai un flashback. Et non seulement vous disiez ça, mais vous disiez, j'ai tel flashback. Ouais, mais en fait, ouais. Alors moi, je voudrais pas rebondir là-dessus parce que sur la créativité du joueur, bon là, c'était un handicap. Je trouvais ça naturel qu'il me l'impose. Non, c'est vraiment savoir comment c'était orienté le jeu là-dessus. Moi, je l'ai senti. Moi, c'est probablement un des passages que j'ai préféré. Je me suis fait exclure dehors. Je savais pas ce qu'il vous avait dit. J'ai eu un sentiment de paranoïa à ce moment-là qui était vachement intéressant. Il y avait une synergie, de synesthésie, comme dirait Frédéric. À ce niveau-là, j'ai trouvé ça adorable. Je trouvais ça vraiment très très bien. Non, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'abord, ne dis pas que ton scénario est linéaire. Il est pas linéaire. C'est faux. Un scénario linéaire, c'est un scénario qui est vraiment dirigé du début jusqu'à la fin, où il y a une succession de scènes qui sont prévues. C'est pas du tout le cas de ton scénar. Ouais. Il est linéaire dans le sens où on est sur une route et que la route, c'est une ligne droite. Ouais, en fait, c'est un rail. Sinon, c'est un bac à sable. C'est-à-dire physiquement, c'est un rail. Non, c'est même pas un rail. C'est un vrai bac à sable. Par rapport à tous les tests que tu as fait sur ce scénar-là, je pense que le voyage n'a jamais été le même. Ah non, il y en a même qui sont jamais arrivés à la fin. Voilà, non, mais c'est ça en fait. Non, là-dessus, t'as pas à rougir. Vraiment, là-dessus, ton bac à sable, il est super bien fait. Non, parce que je te sens gêné là-dessus, comme si. Mais non, il est très très bien fait ton bac à sable. Les dilemmes moraux que tu poses sont excellents. Vraiment à jouer, c'est super. Le seul problème, c'est que je trouve que le système que tu proposes à côté de ça n'est pas fait pour explorer ce que t'as envie d'explorer avec ce jeu. Et c'est d'autant que dans tous les films d'horreur. Enfin, parce que bon, j'en mate pas mal, il s'avère, voilà. À chaque fois, il y a toujours des moments dans l'histoire où les persos vont s'engueuler pour savoir qui doit faire quoi, est-ce qu'il faut buter quelqu'un. Oui. Et je pense que ça, il faut que ça apparaisse dans Sombre. Il faut parce qu'il y a plein de scénars au final où on finit par se buter. Il y a plein de films où ils finissent par se buter les persos eux-mêmes. Il faut un système de résolution pour ces scènes d'engueulade. C'est ça, il faut encourager les joueurs à jouer. Il faut qu'on puisse dire non, moi je veux partir, non, moi je veux rester et tuer le méchant. Cédric, tu voulais prendre la parole. Alors voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui fait la richesse de ton jeu va en fait constituer le principal obstacle. À savoir que on a en effet ce côté bac à sable, on a ces conflits moraux qui, moi je trouve ça génial. Et j'ai pas encore parlé de mon ressenti positif. Vous pouvez en parler aussi. Hein. Non, mais c'est pas de problème. Oui, t'inquiète pas, et ce sera parce que j'ai passé vraiment un excellent moment. Donc y a pas de souci. C'est que du positif que je dis. Hein. Mais par contre, pourquoi ça constitue un problème ? Parce que justement, les joueurs sont libres au niveau des conflits moraux. Et pour faire avancer l'histoire, je dis bien pour faire avancer l'histoire, ce qui, à mon sens, n'est pas le rôle principal de ce jeu de rôle. Pour faire avancer l'histoire, on n'a pas de résolution. Donc en fait, ce qui fait que la plus grande richesse, c'est ça, c'est ces conflits moraux, c'est autre, c'est ce roleplay, c'est cette liberté. Mais de l'autre côté, on n'a rien pour trancher comment on avance. Sauf le maître de jeu qui de temps en temps dit bah non, ça se passe pas comme ça. Et ça c'est affreux, c'est affreux. C'est tu dépossèdes le joueur de tout l'intérêt de ton jeu. Voilà, du coup, donc moi je soulignais voilà, c'est vraiment le souci. Maintenant au niveau du ressenti, parce que je n'en ai pas encore parlé. Ressenti positif. Oui, tout à fait. C'était super bien. Enfin, moi, je me suis vraiment éclaté. Moi, pareil. Avec ces antagonismes qui sont posés, ces personnages qui vont. On sait que le scénario va mal se passer. Mais c'est justement ce qui est génial. On a une très très grande part de roleplay, ce qui fait qu'on s'éclate. On s'éclate. Moi, je me suis éclaté à jouer ce personnage, même si encore une fois, je pense que j'avais l'un des personnages les plus simples de la table, que j'ai eu une excellente réponse en personnage de Fly, enfin de Laika, Fly qui a super bien joué. Du coup, ça m'a permis aussi de m'éclater. Donc du coup, on a cette richesse là. Et moi, je suis pas d'accord quand tu dis encore une fois que c'est linéaire. Je suis entièrement d'accord avec Tom et Rome. C'est pas linéaire parce qu'on avait énormément de choix. On pouvait aller à Kersev, on pouvait. Et qui a décidé ? Mais c'est nous. C'est nous. On a tout décidé. Et du coup, c'était vraiment génial. Superbe. Parce qu'on était là, tu vois, vraiment propriétaire de notre destin, quoi.
Seth, tu vas être d'accord avec moi. Liberté, donc responsabilité, donc encore plus de sensations, encore plus de sensations. C'est génial. La synesthésie, dont on parlait tout à l'heure. Le fait que le joueur ressente des sentiments assez proches de son personnage, finalement, de la confusion, etc. Et la responsabilisation du personnage entraîne la responsabilisation du joueur, et ça, je trouve ça, encore une fois, génial. Flavie. Il faut que tu gardes l'idée des flashbacks, parce que c'est tout bête, mais comme c'est le joueur qui les fait, il va avoir envie, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, mais je pense que ça va aussi avec le jeu, c'est plus t'es dans le scénar, plus t'as envie d'utiliser ce qui est dit dans le scénar pour créer ton flashback. Et que du coup tu vas créer ton flashback avec ce que tu vis dans le scénar, et donc sans le vouloir tu vas couiller ton perso, quoi. Non mais franchement, toutes les idées en fait de fond de Milvaux sont génial. C'est-à-dire que l'idée de vivre de l'horreur comme de cette manière-là, c'est vraiment super. Ton jeu et les propositions que tu cherches à défendre, les idées que tu cherches à défendre par ce jeu sont géniales. Alors, donne-leur un système qui les porte. Tu vois ce que je veux dire ? Pas de résolution. Pourquoi le seul système de résolution c'est celui du combat, alors que le véritable combat, il est pour le devoir, pour manger, pour justement savoir quelle bonne décision, pour est-ce qu'on tue ce PNJ ou est-ce qu'on ne le tue pas. C'est là qu'on doit lancer les dés. C'est là qu'on doit. Tu précises bien, c'est la pénurie qui crée de l'histoire, quoi. Et ça, tu vois, moi, avant de jouer à Milvaux, j'y croyais pas à ça. La pénurie crée c'est l'histoire. génial, en fait. C'est pourtant vrai. C'était là, bon, je vais faire quoi pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. C'est trop bien. Le fait d'avoir des rations et d'avoir les boules, de crever de faim, et ça, je l'ai ressenti. Alors que pourtant, il n'y avait pas de système pour le porter. Donc, si pour une fois, vraiment, toujours dans les. J'avoue, il y a pas mal de jeux de rôle où moi, l'affiche où il y a marqué ce que tu possèdes et tout, ça m'intéresse pas. Généralement, on le joue pas. Oui. Et là, au contraire, tu passes ton temps. En fait, d'habitude, je passe mon temps à regarder autre chose. Là, j'ai passé mon temps sur ma fiche, en train de regarder ce que j'avais et ce que j'avais pas et comment j'allais faire pour le garder. C'est la première fois que ça m'arrivait dans un scénario. Le système, il était là, limite, dans ces petites. Mais en fait, non, mais de toute façon, c'est ça. Grosso modo, si tu veux, il y a le système de sombre qui est un système générique que je vais utiliser effectivement pour gérer le combat. Ouais. Et tu as le système de Milvaux, je dirais que c'est un système qui est sans mécanique dans le sens où il n'y a pas de, il n'est pas lié à des jets de dés. C'est notamment le fait qu'il y ait cet inventaire du matériel qui est très codifié. Il y a aussi cette feuille de mémoire aussi, donc un exercice de style un peu codifié. Ah non mais c'est très bien ça. Vraiment très bien. Effectivement, le fait est qu'il y a une thématique qui est propre à Milvaux, plus qu'à Sombre, propre au Dark World Milvaux, c'est qu'effectivement les personnages vont être très souvent invités les joueurs et les personnages vont être invités à se poser des questions d'ordre éthique. Eh oui. C'est grosso modo, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour sauver ma Quen, quoi. Et ça, c'est super bien fait. Et effectivement, ça manque peut-être éventuellement d'un système pour trancher ces débats, parce que du coup, les débats, les disputes entre personnages sont effectivement fréquents. Ça, c'est pas tout à fait spécifique à ce scénario. Je pense que tous les scénarios de Milvaux, c'est comme ça. J'ai tout le temps effectivement des engueulades entre joueurs pour se mettre d'accord sur des décisions d'ordre moral. Donc effectivement, moi je peux encore mettre sur, comme je vous l'ai dit, c'est un work in progress. Donc il y a encore temps effectivement de mettre sur point un système pour gérer ça, sachant que à part peut-être dans des jeux vraiment modernes ou dans certains jeux indie, la gestion de conflits entre personnages joueurs, et encore, c'est rarement soutenu par un système. Moi, pour citer un exemple vécu 1000 fois, c'est scénario de Shadowrun. On prépare un plan, il nous faut 3 heures pour faire le plan, parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais ça c'est clair. Hein, et le système ne t'aide pas à trancher, quoi. Non, ça c'est clair. Cédric. Bon, parce qu'en fait, ce qui est génial dans Milvaux, c'est pour ça vraiment que je le conseille, ce jeu, c'est que ça casse la gueule à l'idée préconçue que la survie d'un personnage dans un jeu d'horreur passe par le combat. Exactement. Ça, c'est fini. La survie du personnage passe par ses choix. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, Pika, c'est ça le truc, c'est que le système de sombre de Johan est tellement mortel au niveau du combat que du coup, on cherche à éviter tout conflit dans le combat.
Ouais, c'est Il faut pour ça que je absolument garde garder le système système de Sombre. combat, absolument. Le C'est système pour de ça, combat d'ailleurs. de Sombre est très Ouais. bon pour. C'est pour ça, il faut le garder absolument, mais il faut le soutenir à côté. Mais il faut, à côté de ça, voilà, augmenter la résolution du conflit social et l'encouragement du conflit social. L'encouragement du conflit social. Par exemple, un truc tout con, mais c'est s'il y a des débats de ce genre-là entre les joueurs, leur permettre éventuellement de revenir de la folie ou, enfin, je sais pas, non, parce que tu veux peut-être que ça tombe toujours. C'est compliqué, hein. Là, après, c'est toi le game designer, hein. C'est toi qui vas Je gérer. pense que tu as quelque chose derrière l'idée du post-it. Bah moi je sais pas. En tout cas je sais qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à faire avec ce que tu as envie de faire de ce jeu. C'est pas un jeu d'horreur où il y a des yeux justement dans les ténèbres et uniquement. Pour moi les yeux c'est le regard du joueur sur les personnages et sur les situations qui font peur. Enfin c'est ça qui fait peur en fait dans le jeu je trouve. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt par exemple à manger de la chair humaine pour survivre? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour survivre? Ça c'est vachement intéressant et je trouve que le système ne le porte pas suffisamment pour le moment. Donc voilà, mais ouais. Sen, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non? Ouais, non. Je crois qu'on a fait le tour. En fait, la critique sur le système de jeu que je portais tout à l'heure, en effet, n'était pas fausse, mais plutôt en fait biaisée dans la mesure où, en effet, on n'est plus dans le trip réaliste, on est dans le trip jeu d'horreur. Et dans ce cas-là, je comprends mieux le système, mais par contre, je suis d'accord avec les autres pour dire qu'il manque un soutien. L'univers Milvaux, les problématiques Milvaux, les dilemmes moraux qu'on a eu au cours du chemin, là, super quoi. Faut tout garder quoi. C'est génial. Très bonne partie. Je Bah oui, très conseille bonne aussi partie, le jeu. quoi. Et j'aimerais bien pouvoir y jouer plus tard quand vous aurez rajouté 2-3 trucs avec plaisir. Quoi. Quand tu auras modifié les trucs, on se fera playtester à nouveau avec grand plaisir. Vraiment. Okay. Bon alors, si vous me laissez conclure, bah déjà je remercie. Vas-y, Pika. Je remercie toute l'équipe de la cellule hein, donc pour m'avoir hébergé en tant que MJ. Pour sa patience et puis pour ce podcast ma foi qui est très constructif. Et j'invite nos auditeurs à retrouver Sombre et Milvaux sur le site de Terres Étranges. Donc Sombre, vous allez trouver une démo jouable, sachant que vous pouvez aussi acheter le système qui existe maintenant sous forme de fanzine pour la modique somme de 7 €. C'est pas cher pour se faire peur. Et puis quant à Milvaux, actuellement, c'est-à-dire en juillet 2011, là vous allez trouver les 2 premiers chapitres en ligne. Sachant qu'il y a pas mal de choses en préparation, et notamment un petit fanzine qui va s'appeler Putride, qui sera consacré donc au jeu de rôle Milvaux, avec notamment dedans sans doute un premier scénario donc à disposition des joueurs. Ce sera pas celui-ci? Non, ce sera un scénario qui s'appelle La guerre des miasmes. D'accord. On reste encore dans le champignon dégueulasse qui se développe sur les... Ah oui, on reste dans le Putride. Bon, eh bien voilà, bah, c'est maintenant à vous de tester ce jeu, de tester Sombre, faire vos rapports de partie et voilà, et faire des retours aussi constructifs à Johan. On a été sévère. Tester Milvaux, tu veux dire. Milvaux, mais aussi Sombre. Hein. Il faut aussi aider Johan, je pense. Oui, d'accord. Milvaux, on voit très bien les intentions de l'auteur. Il est avec nous, il les a bien exprimées. La partie l'a bien exprimée. On a été sévère, mais ça ne nous empêche pas d'avoir bien aimé la partie. Voilà, hein, exactement. Mais je voudrais juste dire aussi à Johan que là-dessus, nous, on cherche toujours à être constructif aussi. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif. Parce que je sais pas, peut-être à un moment donné, je m'en veux un petit peu. J'ai l'impression d'avoir été sévère par moment, mais voilà. Non, t'inquiète, c'est cool. Non, bon bah cool. Bon bah merci en tout cas, Pika, d'être venu et puis on se refera ça à l'occasion, peut-être pour d'autres projets. Vous, tu ne ressors pas ta maxime? Râlez moins, jouez plus. À bientôt. Salut. Merci Pika, à plus. C'est pas vraiment Maxime, c'est plutôt celle de Grumpf quand même. Bonne nuit.